On va attendre quelques petites minutes encore pour laisser le temps aux gens d'arriver. Je n'avais pas mon micro qui fonctionnait, donc forcément parler dans le vide. Mais maintenant, je pense que tout le monde m'entend. Ça ne marche pas. Okay. Sinon, tu peux, si tu cliques sur le live de Facebook, tu peux prendre le lien de la page, peut-être, non? Oui, est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça. Si jamais vous avez des problèmes techniques, j'ai laissé le lien aussi dans le chat pour que vous puissiez accéder via Facebook. Mais normalement, si vous êtes sur ordinateur ou sur tablette, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, ceux qui sont sur mobile, ça fonctionne moins bien d'expérience. Je vais aller sur la page de l'événement et puis c'est bon. Ok. On va encore attendre 2 petites minutes. Ah, Michel est là. Madame Pisani. Bonjour Michel. C'est bien, si tout le monde nous entend, c'est super. Oui, oui, c'est bien comme ça, okay. Ça laisse le temps à tout le monde de s'installer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que le son marche? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout va bien? Super. Très bien. Voilà. Donc, voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre conférence sur les troubles 10. Merci de nous rejoindre malgré les derniers jours de beau temps qu'il fait, en tout cas ici. J'ai vu qu'on a eu beaucoup de sujets, les 10 intéressent beaucoup de gens. On a eu plus de 130 inscriptions, presque le record. Ouais. Et d'un peu partout, même du Canada, de France, d'autres pays. Donc, il faut que je parle plus fort. Oui, parce qu'on n'a qu'un seul micro sur la caméra pour éviter l'effet résonance. Il va parler plus fort. Je vais parler plus. Normalement, je parle trop fort, mais donc je reprends ma voix normale. Alors, bienvenue à tous. Donc, je m'appelle François Alphys et je suis avec Mélanie Schmaltz, qui est neuropsychologue, et on va démarrer la conférence. Oui, je vais te zapper les diapos comme ça. Ouais, s'il veut bien. Non, c'est bon. Non, ça va okay. Alors, on a un programme, on a fait un petit sommaire des choses, comment on voudrait présenter le sujet. D'abord, juste une introduction courte, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on en parle. Mélanie va faire la deuxième partie qui est la plus grande, c'est par rapport aux troubles 10. Puis, on va parler plus spécifiquement de notre savoir-faire qui est donc l'électroencéphalogramme et le neurofeedback comme quatrième point. On a une offre de service naturellement aussi à proposer pour les gens qui voudraient avoir de l'aide. Je vous demanderai pour les détails pratiques de taper vos questions dans le chat et on va les rassembler et on va y répondre tout à la fin pour arriver à avoir un certain rythme parce que souvent les gens ont tendance à poser des questions qu'on va répondre 2 slides plus tard, donc on préfère le faire au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions. Visiblement, le sujet des 10 intéresse beaucoup de gens et mérite d'être plus connu. Ouais. Puis encore quelques lectures conseillées, des références, etc. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Et voilà. Alors, nous sommes 2 personnes. Moi, je suis donc François Alphys. Je suis le fondateur de Neurofeedback Luxembourg. Ça fait 7, bientôt 8 ans que je fais du neurofeedback, du biofeedback, de la neurostimulation.
On a vu passer quand même quelques 1400 passés, je pense, presque 1500 cerveaux entre-temps. On a entraîné plus de 500, donc je pense qu'on a un peu d'expérience dans le sujet. Puis Mélanie, voilà, qui nous a rejoint depuis 2 ans et qui est neuropsychologue à la base. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, ça marche plutôt bien. Jusque-là. Ça se passe bien. Voilà. Nous étions dans un cabinet médical cet été. Nous avons apporté différents changements, notamment au niveau des locaux. On est sorti d'un cadre purement médical on est allé s'installer dans ce qu'on appelle un open space qui s'appelle Silver Square, qui est très chouette. Les clients qui viennent, ils sont souvent étonnés, mais qu'est-ce que c'est ici? Mais voilà, c'est très bonne ambiance. Très bonne ambiance, on a envie de s'asseoir, de rester un petit peu. Autre changement qui n'est pas répertorié dans les slides, c'est qu'on a aussi rejoint une coopérative qui s'appelle Cobiz à Luxembourg. Donc, c'est une coopérative de différents entrepreneurs et qui va normalement passer sur le statut d'utilité publique d'ici imminemment sous peu. Voilà. Alors, je continue. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on parle de 10 et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous pratiquons ce que nous on appelle de la neurothérapie. Qu'est-ce que c'est que la neurothérapie? C'est du neurofeedback plus, couplé avec d'autres choses, notamment de la neuromodulation, que ce soit à travers différents canaux, on va en parler un peu plus tard. On fait aussi des analyses du système nerveux, de la stimulation au niveau du système nerveux, et le service qui est très utile, c'est surtout l'analyse du cerveau, ce qu'on appelle, nous, un brain map ou un EEG quantitatif. À côté de ça, donc on évalue les cerveaux pas simplement sur base des signaux biologiques, mais aussi à partir de tests. Donc le output du cerveau, qu'est-ce que le cerveau délivre. On a quelques outils assez sympathiques qui sont nécessaires et surtout dont nous servons pour montrer avant, après, qu'est-ce qui change. Voilà. Pour qui? Population très large, malheureusement. Ça va des enfants, principalement là où le neurofeedback et la neuromodulation ont fait ses preuves et le plus de validité scientifique, c'est tout ce qui est lié au TDA, donc le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de l'apprentissage, les 10, donc aujourd'hui on va en parler. L'autisme, il faudra qu'on le fasse une fois en webinaire parce qu'on a aussi de très très bons résultats là-dessus. Pour les adultes, la plupart des adultes qui viennent nous voir, c'est plutôt des sujets de stress, d'anxiété, problèmes de sommeil, régulation émotionnelle, que ce soit anxiété ou dépression, mais aussi des PTSD, donc des stress post-traumatique. Voilà. On a aussi une population de personnes plus matures, on va dire, des seniors, qui viennent nous voir ou quand il y a par exemple des performances cognitives, c'est-à-dire que leur cerveau ne marche plus comme il faut, la mémoire flanche, ou voilà, il y a des choses. Comme on dit si souvent, voilà, on fait bien l'entretien de sa voiture, pourquoi pas faire l'entretien de son cerveau? À côté, on peut aussi, on travaille aussi avec des sportifs, des gens qui apparemment n'ont pas de problème, qui ne sont pas nécessairement malades, qui n'ont pas de diagnostic, mais qui veulent augmenter leur performance physique ou mentale. Voilà. Après, les choses plus, on va dire, difficilement catégorisables sont par exemple tout ce qui est traumatisme crânien. Malheureusement, il y en a beaucoup plus qu'il y en a qui sont connus. Des épilepsies ou voilà, des AVC et autres. Toutes les conséquences, en fait, puisqu'on a récemment eu quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque, coma, et pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Donc, disons que c'est assez large, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper des troubles, donc de ce que vous voyez, le TDAH, tout ça, mais il y a des fois des troubles où, en fait, ce qu'on s'occupe et ce qui est hyper important, c'est ce qui est autour. Voilà, c'est ce qu'on expliquait pour le vieillissement, notamment voilà, l'Alzheimer, tout ça, ça marche bien pour ça et tout ce qui est autour, tout ce qui va avec. En fait, on appelle ça les comorbidités pour ceux qui ne sont pas habitués à ces noms-là. C'est tout ce qui se greffe autour en plus. On en parlera plus tard. Voilà. Oui, pour la petite note, le webinaire va être enregistré et vous aurez un email comme vous êtes là, en fait, sauf les gens qui sont sur Facebook. Mais sinon, vous pouvez passer par notre site. Les gens qui sont enregistrés par notre site auront un replay de la présentation.
Et ce sera aussi, du coup, voilà, on entre dans le vif du sujet, ça sera aussi mis sur YouTube et sur Facebook. Normalement, une fois qu'on arrête le live, c'est quelque chose qui reste dispo toute l'année sur notre page Facebook. Donc, je vous ai mis le lien en bas. Voilà. Justement, voilà. En fait, ce webinaire, il s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a déjà fait, notamment sur le TDA, donc le trouble de l'attention, celui sur l'anxiété, le déclin cognitif, la dépression, le sommeil et la mesure du système nerveux et l'alimentation. Et on a aussi un webinaire en anglais sur les performances sportives. Et l'importance de l'évaluation cognitive. Et c'est en anglais, ça. Voilà. Exact. Donc, tout ça, ça se trouve sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook. Si vous ne pouvez pas, envoyez-nous un mail. On peut vous transmettre le lien. Voilà. Ok. Donc, j'ai quand même fait quelques diapos au niveau notion, mais c'est pas l'aspect sur lequel on va s'attarder le plus parce que aujourd'hui, merci Google, mais on peut trouver toutes les informations, que ce soit à portée de main de gens non connaisseurs comme à portée de main des professionnels, le vocabulaire, etc. sur Internet. Donc, j'en ai mis pour faire un fil conducteur, mais je vais pas m'attarder non plus dessus. Je fais aussi l'hypothèse qu'en général, les gens qui nous suivent pour le webinar sont aussi des gens qui sont très souvent concernés, donc ils connaissent aussi bien le sujet. Comme le disait François en introduction, c'est celui sur lequel on a eu le plus d'inscriptions et le plus de demandes et de succès. Ce qui était assez surprenant au départ, parce que c'est pas forcément la raison de consultation numéro 1 quand les gens viennent nous voir, parce qu'ils savent pas en fait que ça peut être efficace pour les 10, le neurofeedback. Et j'ai fait ce constat-là aussi en préparant cette présentation. Depuis à l'époque quand je m'y suis intéressée et puis que j'ai fait mes études, donc c'était en 2015, je me rends compte en fait que la situation elle n'a pas tant changé que ça. Alors moi, comme j'ai fait mes études en France, à Strasbourg, j'ai mon point de vue au niveau français. Luxembourg, je ne sais pas actuellement comment c'est au niveau prise en charge, etc., ou diagnostic. Mais ce que je me rends compte de mon point de vue, c'est que pourtant, ça touche énormément de gens. C'est vachement plus courant qu'on le pense au niveau des chiffres, mais on n'en parle pas tant. C'est pas comme le TDA où quand on voit un enfant agité, on se dit bon, il a peut-être des difficultés d'attention, on devrait peut-être le réorienter, etc. Là, les 10, en fait, ça coule beaucoup moins de sources pour les gens. Il y en a même qui connaissent pas, alors que c'est super récurrent. Donc voilà, d'où l'importance en fait de faire cette présentation finalement. Donc au niveau des quelques connaissances. Alors, c'est quoi un trouble 10? Alors, 10, ça cache en fait un ensemble de ce qu'on appelle les troubles spécifiques de l'apprentissage. C'est parmi les troubles du développement, comme le TDAH, ils font partie ensemble. Ça indique en fait que le cerveau, à la base, s'est développé différemment que quelqu'un qui ne souffre pas de 10 ou de TDAH, etc. Et que donc, voilà, au niveau des structures, au niveau de la connectivité, il y a des choses qui sont différentes et qui sont responsables des troubles, que ce soit du langage, de l'écriture, de la motricité, de la communication, voilà. Donc, c'est quelque chose, voilà, on est avec, c'est pas quelque chose qui vient comme ça par magie, c'est vraiment à différencier des difficultés d'apprentissage. Il peut y avoir des enfants qui vont avoir du mal à acquérir la lecture, mais avec de l'aide et avec des accompagnements, c'est une difficulté qui va être rattrapée par l'enfant et l'enfant va retrouver un niveau tout à fait dans la moyenne, voilà, qui ne va pas lui poser problème. Ce n'est pas le cas des 10, en fait, c'est ça qui est difficile. Donc voilà, c'est présent dès l'enfance, c'est durable et persistant. Une fois qu'on passe à l'âge adulte, ça ne disparaît pas. C'est toujours là. Alors certes, on peut compenser, on peut se débrouiller, c'est comme dans le TDA, on peut arriver à faire avec, trouver des stratégies, utiliser d'autres compétences pour se débrouiller avec, mais le fait est que c'est toujours un domaine dans lequel on sera en difficulté, ça reste. C'est quoi, en gros, c'est lorsqu'il y a un problème au niveau des fonctions, des grandes fonctions cognitives et de la métacognition. Donc, toutes les grandes fonctions qu'on connaît, voilà, attention, mémoire, fonction exécutive, langage, écriture, calcul, tout ce qui est gestion des gestes et mouvements. Là, je vous ai mis une petite cartographie au niveau du cerveau des aires qui sont importantes dans ça et qui sont souvent dérégulées dans les 10, en fait. Voilà, vous avez la vision, le langage oral, l'audition, etc.
Voilà, il faut savoir que ces troubles, il n'y a jamais de problème au niveau du QI. Un enfant qui est dyslexique, dyspraxique, dysphasique, dyscalculique, ce que vous voulez, il n'a pas de problème de QI au niveau de sa compréhension, de son intelligence, il n'y a aucun souci. Et il ne doit pas non plus avoir de problème sensoriel. Parce qu'un enfant qui a du mal à lire, parce qu'il a au niveau des yeux, il est sévèrement malvoyant, par exemple, alors on ne peut pas dire que le problème de lecture vient du dys, mais de son problème au niveau des yeux. Et ça, c'est très très important aussi de faire la différence. Il faut toujours, avant, quel que soit ce diagnostic, que ce soit pour les dys, pour l'autisme, pour le TDA, il faut toujours faire un check-up des fonctions de base pour s'assurer qu'en fait le problème il n'est pas ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours systématique selon les pays, mais voilà, c'est important, je le rappelle. Parce que des fois, on passe à côté de choses et on se rend compte que son enfant, tiens, il y a une oreille qui entend moins, etc. Et en fait, la prise en charge n'est pas du tout la même. Voilà, donc très important. Ça concerne quand même jusqu'à 15% des élèves d'une classe d'âge. Moi, je trouve ça énorme. Parce que dans une classe, ça laisse quand même pas mal de possibilités qu'un enfant souffre de dys. Et souvent, donc voilà, je vous disais, c'est différent des difficultés d'apprentissage qui sont passagères. Ce qui est problématique en plus avec le dys, c'est qu'il est rarement tout seul. Dans 40% des cas, en fait, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, par exemple, les dyslexiques, très souvent, souffrent de dysorthographie. Les dyscalculiques, très souvent, souffrent de dyspraxie, ce genre de choses. Et la question, c'est toujours de savoir lequel, en fait, sort le plus devant et le plus handicapant, en sachant qu'il y a peut-être un risque que celui-là, ce trouble-là cache un autre derrière aussi. Donc, c'est pas systématique, mais il y a de fortes chances. Ils viennent très rarement tout seuls. Voilà. Donc, au niveau des classifications, de notre point de vue, neuropsychologue, médecin, etc., il y a ce qu'on appelle des classifications pour savoir comment diagnostiquer les troubles, quels sont les symptômes à rechercher, les regroupements, etc. Alors, je ne vais pas vous les lire, ça, c'est des infos qu'on peut trouver très facilement. Mais en gros, vous avez, et encore, j'ai enlevé, vous pouvez trouver des paragraphes et des paragraphes et des paragraphes de types de symptômes et à des sévérités différentes. Parce qu'aussi, ce qui est très important, comme dans d'autres syndromes et troubles, c'est qu'un dyslexique ne ressemble pas à un autre. Et c'est encore plus vrai dans les dys, c'est encore plus prononcé. C'est pas comme dans certains troubles où il y a vraiment ce qu'on appelle des phénotypes, c'est-à-dire que tiens, il y a le TDA et on sait qu'il y a 4 profils différents, qu'il y a 4 types de symptômes. Dans les 10, c'est plus compliqué que ça. Je vous montrerai après pourquoi. Donc voilà quelques définitions. Donc vous avez la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, qui sont les 3 grands majeurs. Et ils sont très souvent accompagnés ou associés à d'autres choses, comme la dysphasie, dyspraxie, dysgraphie, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que on ne peut pas faire de séparation aussi nette, en fait. C'est-à-dire que si déjà vous avez des troubles du langage oral, de la dysphasie, parfois, ça peut amener des problèmes dans tout ce qui va être écriture. Voilà, selon la sévérité de la difficulté de communication et d'expression, même si la dysphasie, c'est normalement oral, selon la sévérité, le retard, les ressources que ça demande à l'enfant, ça peut impacter sur d'autres domaines. Voilà, ça c'est très très important. Et pourquoi il y a le TDAH en fait dans le tableau? On en parle justement, on en parlait à l'époque dans cette présentation sur le TDAH, c'est-à-dire que dans le TDA, il y a très souvent un dys qui traîne quelque part. Ils peuvent être très rapidement maladroits, faire tomber des choses. Alors certes, c'est parce qu'il y a les problèmes attentionnels, l'hyperactivité, etc. Mais des fois, justement, en pensant que c'est les symptômes du TDA, on passe à côté du dys. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'ils sont très souvent associés. Ils font partie d'une même classe. Donc voilà pour tout ce qui est à ce niveau-là, les symptômes qu'on peut retrouver. Alors, quelle est l'origine? D'où ça vient? Et c'est là en fait où ça complique les choses, c'est-à-dire que c'est pas comme pour le TDA où il y a ces phénotypes déjà bien connus, que ce soit au niveau IRM, au niveau analyse génétique, où on a identifié des gènes, ou comme pour l'autisme. Même moi, on s'en rend bien compte. Déjà, pour trouver des études, c'était pas le plus évident. Des études à vous illustrer qui parlaient de ça. Très souvent, ça concerne que la dyslexie.
Quand on cherche des études sur le PubMed, c'est le gros site qui répertorie toutes les études. C'est difficile de trouver les bons mots-clés pour trouver autre chose que la dyslexie. Voilà, le seul qui revient souvent, c'est la dyslexie. J'ai rarement vu dyspraxie ou dyscalculie revenir dans les études. Et c'est pas un sujet hyper large de recherche, ce qui est bien dommage, mais en fait, c'est à cause de sa complexité. Alors, bien évidemment, comme dans tous les troubles du développement, il y a une partie génétique. C'est-à-dire que si vos 2 parents souffrent d'un dys, vous avez vachement plus de chances d'en souffrir, mais c'est pas obligatoire. Par exemple, moi, je ne me suis pas fait diagnostiquer, mais je suspecte, d'ailleurs, ça m'a confirmé en préparant cette conférence, la dyscalculie. Je suis très, très sûre que je souffre de ça. Donc voilà, prochain chapitre, on verra ça. Mais le fait est que personne dans ma famille n'a jamais eu de soucis avec tout ce qui est calcul, mathématiques, calculs mentaux, notion des chiffres, du temps, de l'espace, etc. Donc voilà, ce n'est pas une obligation, mais disons que ça ne joue pas en votre faveur. Et en fait, est-ce qu'il y a un profil pour chacun de ces troubles? Eh bien, en fait, non. Déjà, pendant longtemps, on a cru, comme dans tous les autres troubles, que c'était des zones cérébrales isolées, c'est-à-dire que dyslexique égale forcément problème au niveau temporal gauche. Pourquoi temporal gauche? Parce que ce sont les zones du langage. Et c'était comme ça pour plein de troubles. De un, c'est pas vrai, en fait. Il y a plein de cas chez lesquels ils n'ont pas de soucis au niveau des aires du langage. Mais le problème, c'est la combinaison. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir le lobe temporal ici qui va être problématique pour le langage, mais il va aussi y avoir le lobe occipital, donc par exemple pour tout ce qui est lecture, la vue. Donc c'est-à-dire que la dyslexie ne va pas être que due à un problème du langage, mais à un problème visuel aussi, c'est-à-dire que l'œil se positionne mal sur la feuille. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement en saccade des yeux. Très, très important aussi à évaluer parce que des fois, au niveau du cerveau, tout va bien, mais c'est les yeux, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce qui ressort de plus en plus dans les travaux plus récents, les rares travaux plus récents, c'est ce qu'ils appellent le déficit de connectivité. C'est-à-dire que des fois, les aires, elles peuvent être dérégulées, des fois pas. Mais alors des fois, c'est leur connexion entre elles, leur communication, puisque le cerveau, c'est pas des parties complètement séparées, c'est une communication constante. C'est-à-dire que oui, si pour cette tâche vous utilisez beaucoup votre lobe frontal, c'est ce qui va s'activer le plus, mais lui, il va être en communication avec d'autres endroits en même temps, et ça va être un retour et un aller constant d'informations. En fait, c'est ce problème-là. Donc, si l'air a des difficultés, dysfonctionne, plus la connectivité avec d'autres sont compliquées, c'est aussi ce qui fait la sévérité à chaque fois au niveau des 10. Donc, je vais vous montrer quelques petits exemples sans rentrer dans des termes trop compliqués. Si je prends l'exemple de la dyslexie, en épluchant des travaux, voilà tout ce qu'on peut retrouver qui ressort de manière significative comme dérégulation dans des études différentes. Donc, il y en a, ça va être un déficit au niveau visio-attentionnel. Donc, les processus d'attention n'arrivent pas à se mobiliser pour tout ce qui est lecture-écriture, mais la vision aussi, je vous parlais des yeux, parce que c'est le lobe pariétal. Voilà, rien à voir avec le lobe temporal qui fait le langage pur. Voilà, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le faisceau arqué, l'image qui est ici, ce sont les faisceaux qui connectent les aires, la connectivité. Un problème dans l'aire visuelle, dans une aire frontale, l'aire Brodmann 10. Ça peut être même des anomalies au niveau cellulaire, pas forcément des anomalies d'activation, mais au niveau de la taille, si vous voulez, du lobe et de son, si on peut dire grossièrement comme ça, pourcentage de neurones quelque part. Voilà, défaut de connectivité entre différentes aires du langage, mais aussi entre les aires du langage et de l'audition. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'on appelle en lecture la boucle phonologique et cette petite voix intérieure qui prononce les sons, etc. Donc ça peut être aussi un problème qui empêche de lire, puisque en fait, ça nous paraît tellement facile pour nous, vu que c'est un automatisme de lire, mais pas pour ces gens-là. C'est comme s'ils décortiquaient à chaque fois les mots et les syllabes, et c'est comme un réapprentissage perpétuel, en fait. Et le fait est que les gens mobilisent tellement leur capacité pour, si c'est la dyslexie, lire, dysorthographie pour écrire, dyspraxie pour essayer de faire des choses motrices fines, etc., faire ses lacets, se brosser les dents, des choses qui nous paraissent super simples, mais qui sont très compliquées pour ces enfants et ces adultes qui en souffrent. Voilà, ça prend beaucoup de ressources et ça les épuise. Et c'est pas ce qui facilite non plus la scolarité.
Voilà. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour la dyslexie. Et là, je vous ai mis un court exemple. Voilà, par exemple, pour la dyscalculie ou dyspraxie, ça peut être des lésions, des déficiences de processus cognitifs sans qu'il y ait de problème au niveau des aires spécifiquement. Voilà, la liste, elle est longue. Et donc, le constat est, il n'y a pas de pattern, il n'y a pas de choses récurrentes qui sortent. Et c'est pour ça aussi que la prise en charge est compliquée. Peut-être que pour certains enfants, de la remédiation cognitive, ça va aider. Peut-être que pour d'autres, pas du tout. Ou pas suffisamment, pas comme on l'entend. Donc voilà. Au niveau du diagnostic, comme je vous disais tout à l'heure, il faut exclure un déficit intellectuel, une déficience. Donc voilà, faire un bilan de QI, voilà, pour s'assurer qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. J'insiste bien de le faire chez un neuropsychologue parce que ces gens-là sont formés pour utiliser ces outils. Je vois trop souvent, alors j'ai rien contre mes collègues, mais d'autres psychologues qui n'ont pas forcément formé, et je finis à avoir des patients ici. Ah oui, on m'a dit que mon enfant, il avait un QI inférieur à la moyenne sévèrement, dans ce qu'on appelle le percentile 1, donc au bas de la courbe, donc c'est un QI, un retard mental sévère. Et vous le voyez en face de vous, il parle, il marche, il est autonome, il n'y a absolument aucun souci, il comprend tout ce qu'on lui dit parce que les tests sont mal faits, mal interprétés, etc. Donc voilà, très important d'aller à chaque fois chez le professionnel qui est spécifique pour ça. Faut aussi enlever donc des défauts au niveau neurosensoriel, il ne faut pas qu'il y ait de problème d'audition, de vision, de sens, etc. Donc toujours faire tous ces bilans, ORL, ophtalmo, orthophoniste, etc. Les troubles psychiatriques aussi. Il y a d'autres syndromes qui peuvent avoir comme symptômes des troubles 10. Notamment, je pense au syndrome de Gerstmann, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ça, c'est un syndrome. Et il y a d'autres choses psychiatriques aussi. Donc ça, il faut aussi éliminer. Et chose qu'on oublie aussi très souvent, les difficultés au niveau de l'environnement social. Est-ce que l'enfant, au niveau social, environnement, etc., est-ce qu'il n'y a pas des difficultés? Est-ce que ces difficultés scolaires ne sont pas dues à un stress intense, de l'anxiété, quelque chose qui ne va pas à la maison? Voilà, je ne sais pas, les parents vont divorcer, etc. Sans que ce soit forcément des choses extrêmes, il y a des enfants que ça va impacter. Donc aussi, toujours penser à ça. Je remercie aussi une des personnes qui nous suit sur Facebook qui m'a rappelé cet outil. Donc là, ça s'adresse plutôt à tous les professeurs, tous ceux qui sont en milieu scolaire ou en milieu qui travaillent avec des enfants. L'outil Reperdis, ça ne sert pas de diagnostic, mais par contre, si les professionnels ont un doute, ils peuvent utiliser cet outil. Vous le trouvez, il est dispo sur Internet avec les consignes, comment l'utiliser, les feuilles à remplir, etc. Et comme ça, si vous avez un doute, ça permet d'en discuter aux parents et de faire le repérage. Et ça va être soit positif, soit négatif. Et ça va vous donner une idée de « Ah, c'est peut-être un 10, peut-être qu'il faudrait voir pour des prises en charge pour votre enfant. » Donc voilà, c'est vrai que j'avais oublié cet outil-là. Donc je conseille à beaucoup de garder ça dans leur trousse à utiliser parce que c'est un truc tout simple. Et ça existe dans tous les syndromes et troubles. Vous trouvez ça pour le TDA, pour l'autisme. Il y a des questionnaires ou des outils qui sont gratuits en ligne qui permettent le repérage, ce qu'ils appellent le dépistage. Voilà, si on a un doute, voilà, si c'est négatif, alors ça veut dire que ça peut être autre chose. Voilà, donc cherchez autre part les difficultés. Hein. Donc, je vous ai mis le lien, ça a été créé par l'Université de Reims. En tout cas, c'est là où les documents étaient tous disponibles. Voilà. Au niveau du traitement, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a vu tout ça, au niveau du traitement, de la prise en charge, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Alors, il y en a beaucoup. Il y a ce qu'on appelle la remédiation cognitive, souvent réalisée par les neuropsychologues d'ailleurs, qui vont permettre de prendre conscience, voilà, quelles sont les forces de l'enfant et quelles sont ses faiblesses. Comment, maintenant, ok, ses faiblesses, comment est-ce qu'on peut les compenser? Est-ce qu'on peut l'aider à apprendre d'autres stratégies cognitives qui sont peut-être très faciles pour nous, qu'on emploie automatiquement sans s'en rendre compte pour se faciliter la tâche, qui est difficile chez eux. Voilà, leur apprendre à compenser en utilisant d'autres fonctions. C'est long, c'est pas facile, mais c'est efficace. C'est très efficace, mais c'est vrai que c'est long. Ça peut être un peu difficile pour les enfants.
Ça peut prendre des fois 1 année, 2 années, jusqu'à ce que, par exemple, le dyslexique arrive à force de répéter les mots, par exemple en suivi orthophoniste aussi, la lecture soit plus facile. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les instants. Mais c'est non négligeable. Suivi orthophoniste, orthoptiste, il y a des difficultés avec les yeux, etc. C'est très important de faire ces choses-là aussi. Bien évidemment, s'il y a besoin de faire des bilans et des suivis avec psychiatre ou psychologue, pourquoi je vous ai mis ça ? Le souffrir d'un trouble 10, c'est très très dur pour l'estime de soi, pour un enfant. Alors quand il est compris, qu'il est bien pris en charge, ça peut aller. Mais ce qui est difficile pour les enfants, c'est de se sentir différent, de savoir qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que les autres, que c'est toujours plus dur pour eux. Des fois, il peut y avoir beaucoup de colère aussi vis-à-vis de ça, beaucoup de frustration. La confiance en soi dans l'apprentissage, c'est hyper important. S'ils le perdent, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, parce que si en plus ils se trouvent nuls, ils ne se sentent pas capables, etc., ça rajoute une couche de difficulté. Et puis bon, des fois, selon le milieu scolaire, il y a des professeurs qui sont très ouverts, qui connaissent bien tous ces sujets, qui vont faire tout ce qu'il faut pour mettre en place. Et puis bon, comme partout, hein, vous en avez qui seront peut-être moins compréhensifs ou qui ne connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler. Alors on peut penser que l'enfant ne travaille pas, il est fainéant. C'est des choses que j'ai trop souvent entendues pour moi personnellement, alors que vous avez passé 3 heures à faire un exercice qui vous a demandé toute votre attention, et puis vous avez quand même 2 sur 20 à la fin, quoi. Voilà. C'est très, très frustrant. Donc voilà, des choses très, très importantes. Au niveau des adaptations scolaires, ça en général, c'est un projet qui est mis en place entre le médecin, neuropsychologue, neuropsychiatre ou pédiatre, ça dépend qui c'est qui suit votre enfant, et les équipes pédagogiques. Et ça va être discuté en fait en fonction de la sévérité. Alors des adaptations scolaires, il y en a énormément, ça va dépendre de la sévérité, ça va dépendre des moyens qui sont possibles pour l'école, pour l'enfant. Voilà, par exemple, les dyslexiques, ils ont des ordinateurs, ceux qui ont ou alors on va leur agrandir les feuilles. Voilà, c'est ce qu'on appelle un projet personnalisé au niveau de l'école, et on va donner des consignes aux professeurs de dire, voilà, pour faciliter les exercices, il faut que la consigne soit courte, il faut que la consigne soit comme ça, il faut que ce soit des lettres majuscules, il faut, en fonction de ça, c'est la liste d'adaptation scolaire, elle est assez large en général. Alors, s'il y en a qui veulent partager leurs expériences, leurs retours dans les commentaires, n'hésitez pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont en recherche d'aide, de réponses, et il y en a certainement parmi vous qui sont passés par là. Donc, si vous pouvez donner des conseils par rapport au dépistage, au diagnostic, partagez votre expérience personnelle entre vous. C'est aussi pour ça qu'on organise ces événements. Ce n'est pas juste nous pour vous donner des infos à vous, mais c'est vraiment le partage de connaissances. Voilà. Ah oui, je vois. Oui, on dit souvent qu'il est fainéant. Oui, je l'ai trop souvent entendu. Pour la petite anecdote, personnellement, c'était au lycée, en cours de maths, un professeur qui avait dit, mais Mélanie, de toute façon, toi, tu n'arriveras jamais à rien dans la vie. Et les études supérieures, personnellement, je ne pense pas que c'est pour toi, parce que je n'arrivais pas en maths. Mais ça, depuis le CP. Hein, voilà, j'ai 26 ans aujourd'hui, je ne sais toujours pas lire l'heure sur les aiguilles une horloge avec des aiguilles, je me trompe tout le temps, je ne sais pas calculer de tête, je n'ai jamais réussi à prendre mes tables, je peux vous faire une liste comme ça. Et voilà, ce sont des remarques comme ça. Si vous n'êtes pas assez costaud, il y a des gens qui sont plus sensibles. Il y a des gens, moi, ça m'est passé au-dessus et j'ai dit, tu vas voir. Donc voilà, moi, ça m'est passé au-dessus, mais ce n'est pas le cas de tous les jeunes. Je veux dire, c'est pas toujours évident face à le professeur qui est quand même vu, en tout cas en France, comme chez nous, comme une autorité, etc. Ça peut être très, très marquant, très déstabilisant, ça peut donner envie d'abandonner. Le fait est que mes études, je les ai faites. J'ai fait neuropsychologie, donc c'est quand même 5 ans d'études, et je peux vous dire que j'ai mangé des statistiques. Pendant ces 5 ans, j'ai jamais dépassé les 3 sur 20, mais j'ai essayé. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme avec la mention. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un truc qui est beaucoup ressorti dans les demandes que j'ai eues avant qu'on fasse cette présentation ce soir. Qu'est-ce qu'on conseille à un enfant comme diplôme ou comme scolarité ? Et en fait, ce qu'il a envie de faire, il ne faut pas... C'est mon point de vue, mon expérience personnelle, je ne m'arrêterai pas à éviter des choses du trouble dont on souffre. Parce que si je m'étais dit, OK, il faut que j'évite un truc où il n'y a pas de mathématiques, déjà, c'est presque impossible. C'est quand même une notion hyper importante dans l'école, donc il y en a presque partout. Et voilà, pourquoi faire un truc qu'on n'aime pas à cause de son 10 ? Enfin, c'est double peine. Déjà, on a le 10 et puis en plus, on fait un truc qu'on n'aime pas. Donc, c'est pas le but.
faites ce que vous aimez. Ça sera dur, ça sera compliqué, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, on arrive. Parce que moi, j'ai rattrapé avec tout le reste, en fait. Tout le reste me plaisait. Les maths, c'est pas que ça me déplaisait, mais j'arrivais pas. Et ça m'a compensé. Voilà, ça m'a pas empêché de réussir mes études. Voilà, donc je pense que c'est important de pas se bloquer aussi avec ça. Voilà, après, pour mon expérience personnelle. Mais bon. J'ai une petite remarque. Dis-moi. À Luxembourg, il y a eu un changement de paradigme par rapport au 10, par l'anecdote. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a 2-3 ans, le grand-duc héritier a fait un outing en disant qu'il était 10. Ah voilà. Oui, exact, j'avais pu penser à ça. Donc, suite à ça aussi, la fondation Grande-Duchesse Charlotte, ils ont fait des conférences, ils ont fait vraiment communiquer dessus. Est-ce que c'est arrivé dans toutes les salles des classes et dans toutes les maisons? Je ne pense pas. Mais en tout cas... c'est pour ça qu'il y a le dispositif maintenant tous les ans. Voilà, c'est une mesure qui a été soutenue justement par la Fondation. Peut-être qu'on peut profiter, avant que je commence ma partie, pour répondre à la question encore qui a été posée, à partir de quel âge est-ce qu'on peut diagnostiquer? J'ai la réponse à cette question. C'est une question qui revient souvent, voilà. Alors, au niveau de l'âge, il n'y a pas d'âge arrêté. C'est-à-dire qu'il y a des enfants chez qui ça va être très clair dès 2 ans. On va se dire, ouais, non, là, il y a un truc qui ne va pas dès 2-3 ans. Il y en a qui seront diagnostiqués à cet âge-là, où c'est vraiment évident, voilà, surtout par exemple pour la dysphasie, le trouble du langage oral. Un enfant qui n'arrive pas à acquérir le langage, à s'exprimer, à avoir des mots de vocabulaire, c'est assez flagrant. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas paniquer non plus dès que son enfant il n'est pas exactement au même endroit que les autres, parce que comme je vous disais, chacun a son rythme de une, chacun est différent, certes, il y en a ça va venir plus tard, après ça peut être juste des difficultés passagères. En fait, je pense que le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de se faire confiance. Si dans votre fort intérieur, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, même si le médecin vous dit mais non, vous vous inquiétez pour rien, etc. Toutes ces phrases, on les entend constamment, c'est d'un fatigant. Oui, peut-être qu'on a tendance à s'inquiéter trop vite en tant que parent, c'est logique, ça fait partie du job. Mais si vous avez un doute et que vous voyez vraiment que votre enfant, il a du mal, même déjà à la maternelle, pour faire des choses simples, et vous avez vraiment le pressentiment qu'il y a un truc qui ne va pas, faites les tests. Si on vous dit que c'est trop tôt de revenir dans 6 mois, 1 an, alors vous revenez dans 6 mois, 1 an, mais au moins consultez. Moi, je ne pense pas que ce soit... Enfin, je ne sais pas, François, quel est ton avis là-dessus, mais en général, quand les parents ont eu un doute, ça s'est confirmé. Souvent, oui. Voilà, et le truc, c'est qu'en fait, plus c'est pris tôt, plus c'est rééduqué, entre guillemets, tôt avec la... Enfin, rééduqué, je dis ça parce qu'on ne s'en soigne pas, on ne s'en débarrasse pas. Hein. Mais disons que plus on arrive à aider l'enfant à compenser tôt, mieux ça sera pour lui, en fait. Et moins difficile ce sera. Moi, je n'aurais jamais rien compensé au final. Et voilà, à 26 ans, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire des gros miracles. Mais voilà, soit. C'est pas... voilà, faut se faire confiance. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je parle, donc je ne lis pas ce qui se passe dans le chat, mais je vois que ça discute bien, donc c'est bien. Je lirai ça quand François présentera tout à l'heure, tranquillement. Il y a juste une question encore, c'était 10 ans, moi, tu es diagnostiqué à 10 ans. Est-ce que c'est trop tard, 10 ans? Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Certes, c'est mieux si c'est... Voilà, il n'y a pas de trop tard, mais ça dépend aussi de la sévérité. Peut-être que votre enfant, jusqu'à présent, jusqu'à ses 10 ans, là, il a compensé, mais que plus le niveau augmente et plus ça devient difficile, et donc on s'en rend compte. Il y a des choses qui sont très légères et qui passent à la trappe. Il y a des gens, des fois, qui arrivent chez nous pour, je ne sais pas, de l'anxiété ou des trucs comme ça, et on leur dit, mais en fait, vous avez un TDA, et ils ont 30, 40, 50 ans. À quel âge tu as été diagnostiqué TDA? 40. Moi, j'étais diagnostiqué TDA à 40 ans. Voilà. Donc, avant, c'était les claques dans la nuque. Oui, voilà. Et après, c'est aussi une question de génération. Ça, c'est aussi autre chose. Moi, je pense que quand moi, j'avais 5-6 ans, les 10... Déjà que maintenant, c'est peu connu. Alors, vous pensez bien qu'il y a 20 ans en arrière, c'était encore moins connu. Mais voilà, c'est jamais trop tard. Mais voilà, maintenant que vous avez le diagnostic, des fois, il faut un peu pousser pour que les prises en charge soient mises. En fait, le truc, c'est de ne pas laisser l'enfant ramer, quoi. Parce que moi, pour l'avoir vécu sans prise en charge, maintenant, avec le recul que je prends sur la situation, en me disant, ouais, en fait, c'est sûrement du dyscalculique. Et je me dis, mais en fait, ça a été une souffrance. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi mon problème? C'est avec ça qu'on grandit. Mais pourquoi moi, j'y arrive pas? Et en fait, c'est ça le truc de pas culpabiliser l'enfant, de ne pas le laisser ramer, de lui dire, OK,
Certes, ton cerveau, il n'est pas câblé comme tout le monde et ça fonctionne moins bien, mais ça ne veut pas dire que tu es moins bien que quelqu'un. Voilà, c'est ça qui est important. Allez, oui, Voilà. donc après, il y a une discussion qui a commencé un petit peu au niveau de… Peut-être tu coupes ton micro et moi je mets le mien comme ça. Ou je laisse allumer, je ne sais pas s'ils t'entendent bien. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Je pense qu'ils t'entendent bien, je laisse le mien allumé. Voilà. Alors, et après, il y a la discussion un peu lancée sur les différents centres, les centres de compétences, les centres de logopédie. Nous n'avons pas d'avis sur la chose, mais sachez qu'on a des gens de France, de Luxembourg qui atterrissent chez nous. Parfois, la prise en charge se passe bien, parfois, ça ne se passe pas bien. Ça, malheureusement, c'est comme dans tout. Il y a des bons neuropsies, il y a des mauvais neuropsies, il y a des bons médecins, des moins bons médecins. Si vous sentez que ça ne va pas, eh ben, changez. Moi j'ai le principe à dire, c'est comme les psys, si on ne sent pas le courant, si on sent qu'on n'est pas écouté, qu'on n'est pas respecté, alors on change. C'est pénible, c'est chiant, mais c'est mieux. Je pense que le plus important en tant que parent, c'est d'être supportif et de ne pas être dans le jugement. Voilà, ça c'est la partie la plus importante. Voilà. Alors, maintenant je vais parler de ce que nous on fait par rapport à ça, le neurofeedback. Et là, il y a une grosse différence entre les 10 et le TDA. Le TDA, je peux dire haut et fort, le neurofeedback est aussi efficace que la Ritaline. Pour les 10, on ne peut pas le dire, parce que c'est vraiment, comme Mélanie l'a présenté, c'est vraiment si j'aime bien parler en images, il y a des défauts dans le hardware. Voilà. Oui, ouais, comme un ordinateur. Il y a des défauts dans le hardware. Et nous, au niveau du neurofeedback, on peut travailler au niveau du software, mais on ne peut pas changer le hardware. Voilà. Mais on va y aller. Alors, comment nous, on travaille? Nous, notre outil de base, c'est l'électroencéphalogramme. Alors, l'électroencéphalogramme, c'est quoi? On le mesure avec un joli petit bonnet, comme vous le voyez là, c'est-à-dire on enregistre l'activité électrique du cerveau. Le cerveau, il a deux systèmes, comment il fonctionne. Il a le système chimique et le système électrique. Le système chimique, malheureusement, il a l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le mesurer, à moins de percer un trou et de prendre du sang et de l'évaluer. Ça représente quelques petits inconvénients. Donc, les EEG restent quand même la façon, à mon avis, la moins chère et la plus facile à analyser qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. C'est bien différent d'un scanner. Dans le scanner, on va voir la structure du cerveau, mais dans l'EEG, on va plutôt voir justement la connectivité. Et je pense que tout à l'heure, Mélanie a utilisé ce mot et on va en revenir aussi plusieurs fois dessus. Alors, ça ressemble à… Voilà. Alors, l'enregistrement, il est indolore, donc ça fait pas mal. Nous, on n'utilise pas de gel. Dans l'hôpital et la clinique du sommeil, ils utilisent du gel et parfois, ils n'hésitent pas à raser les cheveux. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on a des capes avec des éponges. Certains clients trouvent que ça… Bon, il doit y avoir un contact puisque, en fait, l'activité électrique du cerveau, ça se passe en microvolts, donc des millionièmes de volts. Je ne sais pas si on verra bien, si on voit bien. Voilà. C'est ce genre de cap. C'est un bonnet avec des éponges. Des éponges où on met de l'eau avec du sel dessus, donc il n'y a pas de traces. Il y a 3-4 ans, on utilisait encore du gel, donc les madames n'étaient pas très chaudes pour faire des entraînements parce que la coiffure était ruinée, donc ce n'est plus le cas. Voilà. Alors, les neurologues, dans la médecine, le l'EEG est utilisé depuis plus de 100 ans. Les neurologues, c'est un de leurs instruments de travail. Eux, ils l'utilisent pour faire des diagnostics. Nous, on ne fait pas de diagnostics. Un neurologue peut faire des diagnostics à partir de l'EEG. Nous, non, on n'a pas le droit et ça n'a pas de sens dans mon côté. Par contre, l'EEG est très, très, très riche sur les informations qu'on peut requérir, comment fonctionne la personne, les forces et les faiblesses, etc. Ça ressemble à l'image, là vous avez un extrait de quelques secondes d'EEG, vous ça ne vous parle pas, nous on lit ça 5-6 heures par jour, donc on est habitué à ça et on sait lire beaucoup de choses. Alors, l'électroencéphalogramme, simple, donc c'est tracé, ce que nous on utilise l'électroencéphalogramme quantifié, donc le QEEG, EEG-Q. Donc, c'est-à-dire que nous, on enregistre l'activité électrique. La différence au neurologue, c'est que nous, comme on veut et on ne peut pas poser de diagnostic, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser le fonctionnement, comment circule l'information dans le cerveau. Et donc, nous avons plusieurs bases de données où il y a des enregistrements d'EEG, ça va de 6 mois jusqu'à 80 ans.
Et dans ces bases de données, il y a des milliers de cerveaux dedans. Il y a des cerveaux avec problème et des cerveaux sans problème. Et donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on compare par rapport à cette norme. C'est pareil pour l'analyse de sang. L'analyse de sang, si vous faites une analyse de sang, voilà, la vitamine D, je ne sais pas, suivant les pays, le labo, je pense que ça doit être entre 30 mg jusqu'à 140. Donc, si vous avez 29, vous êtes en dessous. Voilà. Au niveau de l'électroencéphalogramme, c'est la même chose. Donc, on sait, dans ces bases de données, quelles sont les proportions des ondes rapides, des ondes lentes, où est-ce qu'elles doivent être, etc. Et qu'est-ce qui est déviant. Donc, comment nous, le rapport qu'on produit et qu'on analyse, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez les différents types d'ondes, je vais les expliquer rapidement, pas en détail. Sinon, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers notre prochain webinaire où on va parler plus longtemps de la brain map, du QEEG, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y voir, etc. Et ici, rapidement, donc, ça va des ondes delta, donc les ondes très lentes, c'est les ondes que font les nourrissons quand ils naissent. Les animaux fonctionnent beaucoup en delta. Le delta est plutôt lié à tout ce qui est des processus métaboliques. C'est plutôt, ça vient du corps plutôt. C'est de 0 à 0,5 jusqu'à 4 Hertz. Donc, Hertz, ça veut dire, c'est des les fréquences. Oui, c'est les fréquences, voilà, le nombre d'oscillations par seconde. Voilà. Après, la deuxième catégorie, donc si vous êtes en état de delta, si votre cerveau est dominé dans un delta, soit vous êtes en sommeil profond, soit vous êtes en coma. Voilà. Après vient le θ. θ, c'est des ondes toujours, nous, on qualifie de lentes. Donc, c'est de 4 à 8 Hertz, donc de 4 à 8 oscillations par seconde. Ça correspond à un état quand vous êtes de somnolence juste avant de vous endormir, ou quand la journée vous rêvez, vous partez en pensée, ou l'hypnose, de la méditation très très profonde par contre. Voilà. Mais il faut dire que chacune de ces ondes n'est ni bonne ou mauvaise, mais parce que chaque onde a des propriétés bénéfiques et moins pratiques, on va dire. Le delta, par exemple, c'est aussi les ondes de la réparation. Le θ, c'est plutôt la créativité. Et voilà, la mémoire se déroule aussi dans le θ. Voilà. Puis vient la bande qui nous intéresse beaucoup, 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 celle qu'on regarde, qui est une des plus importantes, je pense, du cerveau, c'est ce qu'on appelle les ondes alpha. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça ou pas. Ça correspond à un état de relaxation. C'est de 8 à 12 Hertz, ça dépend de qui vous demandez, ça peut aussi aller de... Elle se déplace. Voilà, elle peut aussi être plus rapide et plus lente, mais ça c'est un autre sujet, c'est très long. Elles sont complexes, mais elles sont importantes. Voilà. C'est le ralenti du cerveau. C'est comme quand vous roulez en voiture, vous arrivez près d'un feu rouge, vous enlevez le pied de l'accélérateur, ben, votre moteur de voiture, il doit aller au ralenti. Et le ralenti, c'est l'alpha. L'alpha, le ralenti, ne doit pas être trop haut ni trop bas. Si votre ralenti est trop haut, vous êtes dans l'anxiété, vous êtes tout le temps en train de deviner qu'est-ce qui va arriver, vous n'êtes jamais dans le présent. Si l'alpha est trop lent et s'il est présent, par exemple, plutôt frontal gauche, ben là, vous êtes plutôt déprimé. Donc, c'est un sujet, ça dépend où il se trouve, quelle fréquence il a, voire même quelle forme d'onde qu'il a. Donc, voilà. Mais ça correspond à un état de relaxation et de méditation. Voilà. Bien-être. Bon, les substances qui font plaisir, comme l'alcool ou le cannabis, ça fait de l'alpha, c'est pour ça que ça relaxe. Voilà. C'est du faux alpha. C'est du faux alpha, mais voilà, après, quand ça part, c'est pire encore. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, on rentre dans les bêta. Bêta, c'est la gamme d'ondes la plus large. Elle va de 12 à 25 Hertz. Ça correspond à l'état d'éveil. C'est quand vous êtes éveillé, j'espère que ceux qui écoutent maintenant, vous êtes en état de bêta, donc vous assimilez des informations, vous analysez, vous faites des liens, etc. De 12 à 25, nous, on dit qu'à partir de 20 Hz, c'est pas bon, c'est du stress. Et vient la dernière catégorie, le high bêta, c'est ce qui est au-dessus de 25 Hz. En anglais, on appelle ça le fight and flight. Donc, c'est les ondes de panique. Moi, j'appelle ça les ondes de Verdun. Vous êtes en mode survie, ou le tigre. Voilà, le tigre est là pour vous manger. Et votre cerveau se met en alerte pour réagir vite. Ce que nous, on voit énormément, c'est qu'énormément de cerveaux fonctionnent aujourd'hui en mode
quotidien en mode high bêta. Très nocif, très Très nocif. On va dire, si on ramène ça à l'écologie, c'est pas très écologique parce que c'est pas durable. Dans le sens où le cerveau, c'est notre plus grand consommateur d'énergie. Ça consomme autant d'énergie qu'une ampoule de 25 watts en continu. À partir du moment où vous êtes en vie, jusqu'au dernier souffle, c'est votre plus grand consommateur d'énergie dans le corps. Or, si votre cerveau tourne en high bêta, ben, votre énergie, elle passe. Et souvent, ces gens-là, ils adorent le sucre, ce qui est une très mauvaise habitude. Parce que, encore pire. Voilà, c'est encore pire. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc, c'est pas équilibrant. L'autre chose, si vous êtes en mode high beta, ça veut dire que votre organisme croit qu'il y a un danger. Ça veut dire que le corps ne fait pas tous les travaux de maintenance qu'il devrait faire. Donc, vous ne vieillissez pas bien. Voilà. En fait, on entend trop souvent le stress à petite dose, c'est bon, un petit peu de stress. Et ça, franchement, je vous avoue que alors, ces gens-là, je les invite à venir regarder les gens chez nous et les conséquences au niveau du cerveau, du corps, de leur vie, parce que non, un petit peu de stress en continu, c'est pas bon. Oui, il y a des moments où il faut s'activer, comme dit François. Là, on est en retard, machin. Il faut que le high bêta s'active, mais l'important, c'est en fait la flexibilité. C'est-à-dire que cet état ne doit pas rester. Et ça, c'est le problème chez les gens qu'on voit. Ça reste, même quand ils se disent qu'ils sont relaxés, leur cerveau, il est comme ça. Et ça c'est mauvais. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos sur le sujet, il faut regarder celle qu'on a fait sur l'anxiété avec notre collègue Nadia qui était là, qui est partie faire son activité et qui avait très, très bien présenté le sujet de l'impact de l'anxiété sur le corps et voilà, sur tout le reste autour. Le problème du cerveau, c'est qu'en fait, on a une version bêta. Et notre vie a tellement changé qu'on a encore toujours le même cerveau de nos ancêtres, mais notre vie n'est plus la même. Voilà. Aujourd'hui, notre cerveau il réagit, il est aussi stressé par la sonnerie du téléphone qu'autrefois par un tigre qui s'approchait. Sauf que autrefois, un tigre, on le croisait 2 à 3 fois par an. Voilà, ça arrivait rarement. Voilà. Le téléphone qui sonne, ouais, ça c'est un vrai problème. On demande toujours maintenant de le couper. Et même les montres maintenant. Moi, les montres connectées, parce que quand les gens reçoivent un message, ça vibre à leur poignet et je vois comme leur cerveau pendant la séance, il est sur les dents, il est là, il faut que je regarde le message. Et ça, c'est aussi une cata, quoi. J'ai mis des exemples là un petit peu. Donc, on a des exemples, effectivement. Donc, la première ligne, c'est des activations, on va dire, plutôt normales. Et en dessous, c'est des activations typiques, telles que nous, on les rencontre quotidiennement. Voilà. Les deux premiers exemples, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le code couleur, c'est la comparaison avec la norme. Quand c'est blanc, ça veut dire que vous êtes dans la norme, vous êtes normal, bravo. Moi, j'ai jamais vu un cerveau normal. Ça n'existe pas. Et tout blanc non plus, c'est impossible. On s'inquiète en fait quand c'est tout blanc. C'est pas un bon signe. Mais ouais. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'on parle de sous-activation. Or, si votre cerveau est sous-activé, donc bleu, nous appelons ça les blue brain, dans toutes les fréquences, ben, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Là, vous avez du mal, vous n'arriverez plus à vous lever, ça se confond facilement avec une dépression, parfois ça peut mener à la dépression. D'ailleurs, ça c'est le prochain exemple, on voit la dépression, donc c'est quand il y a plus d'ondes blanches, principalement de l'alpha, du côté gauche. Frontal, c'est le biomarqueur, c'est ce qu'on appelle un phénotype, donc c'est reconnu dans les littératures scientifiques. Si votre cerveau gauche est ralenti, frontal, par rapport au côté droit, donc ça veut dire que tous les jours, vous allez trouver plus de problèmes que de solutions. Non, mais sûrement, vous allez plonger à un moment. C'est un marqueur de dépression, voilà. Après, on rentre dans les ondes rapides, là, ce qu'on voit couramment. Dont on parlait. Voilà, donc ça, c'est de l'anxiété, quand on a une suractivation centrale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un diagnostic. Un bon exemple, c'est la douleur présente exactement la même image, la même activation. Donc, nous, on ne sait pas dire. Donc, on ne peut jamais évaluer une brain map ou un QEG sans avoir vu la personne, sans avoir parlé avec la personne. Ce n'est pas un outil magicien qui va vous dire tout. Et d'ailleurs, c'est interdit de faire une analyse de QEG, de dire quelque chose si on n'a pas vu la personne. Parce que la douleur se présente exactement pareil que ça. Oui, puis c'est comme le θ. On peut avoir un surplus de θ. Là, vous avez une carence, mais on peut avoir un surplus de θ pour plein de raisons. Une femme qui a ses règles, qui vient faire le EEG chez nous, elle a un surplus de θ. Si vous êtes malade du rhume, si vous avez eu un traumatisme crânien, si vous avez du TDA, c'est l'expertise, l'analyse de tout l'ensemble. Parce que là, on vous montre qu'une partie de ce qui est dans les résultats. Mais nous, ce qu'on analyse derrière, c'est pas juste ça, en fait. On s'en sert parce que c'est plus simple
de le montrer aux gens qui ne sont pas du tout de ce milieu-là. Donc, c'est plus facile graphiquement. Mais il y a énormément de choses derrière qui sont analysées, regardées, croisées avec ce qu'on nous dit, ce qu'on voit, ce qu'on a vu. Voilà, c'est hyper... c'est pas juste comme ça sort de nulle part. C'est pas si simple, en fait. Mais on le simplifie pour les conférences à chaque fois. C'est des cas visuels. C'est des cas visuels. Dans la réalité, vous n'avez jamais trouvé un cas juste ça ou juste ça. Ouais, voilà. C'est toujours mélangé. Voilà. Alors, voilà, ça c'est un petit exemple actuellement d'une cliente qu'on a. Donc, c'est une fille de un peu moins de 8 ans, 7 ans et demi, qui est suivie au centre de logopédie ici à Luxembourg, donc avec des 10. Et voilà comment se présente typiquement, comme on peut. Voilà. On a eu quelques-uns, mais pas énormément des 10, justement. Ils nous ont pas trouvé aussi, autant souvent que les TDA ou les autres. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on voit? Alors, ça, c'est donc. Voilà, je te passe la diapo. Voilà, les choses classiques qu'on voit en premier lieu. Les choses qu'on voit en premier lieu. Si on ne savait pas qu'il y a des 10. On commence par l'alpha. Comme je dis, c'est notre rythme qui est. Voilà, c'est le ralenti. Si vous n'avez pas de ralenti, et là, donc, on voit le alpha étant bleu, surtout la partie occipitale, donc la partie arrière, ça veut dire il n'y a pas de ralenti. Et au contraire, à droite, vous voyez, les ondes rapides sont en suractivation. Donc, en fait, en gros, toute l'énergie passe ici dans le mode combat, alors que la fille, elle est relaxe, voilà, elle n'est pas tendue, elle ne le sent pas, ça ne se sent pas. Ça a l'air dramatique comme ça quand on voit les images rouges. Non, non, c'est son quotidien, elle vit, c'est le mode de fonctionnement. Elle s'est construite en fait. Elle s'est construite comme ça, exactement. Voilà. Après, on voit aussi le petit delta, le petit point en delta vert. Là, qui a l'air... Je l'ai mis après. Ah, tu l'as mis après. Ouais. Parce que là, j'ai mis les choses plutôt classiques. Voilà, le stress, les difficultés émotionnelles, le lobe frontal déconnecté en rose. Ça, c'est des choses classiques qu'on peut retrouver chez plein de monde et voilà, des choses très, très classiques. Mais chez elle, ce qui est important de regarder, c'est le prochain slide. Est-ce qu'il arrive à zapper? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, ça c'est plutôt spécifique par rapport au 10. Donc, la troisième ligne, c'est ce qu'on appelle, nous, les cohérences. Pour résumer, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on a d'autres informations. C'est comment circule l'information dans le cerveau. C'est un peu plus que ça, mais pour résumer, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas de traits, ça veut dire que l'information circule normalement. Quand il y a des traits bleus, ça veut dire que l'information circule de façon ralentie. Et donc, pour la lecture, il y a une différence entre le mouvement des yeux, l'interprétation, voilà. Donc, la synchronicité ne marche pas dans le cerveau. Et au contraire, les lignes rouges que vous voyez, là, ça communique tout le temps, même s'ils n'ont rien à dire. Ça va, oui, ça va, mais en fait, ils ne font pas leur job, donc ils ne sont pas disponibles. Ils ne peuvent pas être écoutés. Ils sont bloqués. Ils sont loqués. C'est un cerveau bloqué. Et on voit donc bien que le petit point là que vous voyez en delta, là, c'est du côté langage. Le petit point que vous voyez à droite en θ, donc la deuxième ligne. Je vais zapper la diapo, je vais hop. Parce que là, voilà. Tu as vu sur 3, voilà. Ah oui, j'ai fait ça bien. Donc là, on voit les difficultés du traitement de langage. Ça a l'air de rien par rapport au rouge qui est dominant, mais c'est ça le problème de 10, de langage, de lecture, parce qu'il y a aussi des problèmes d'élocution, etc. Voilà, oui, la sensorialité, c'est pour ça que j'ai parlé du pariétal. Elle a aussi tout ce qui est filtrage, etc. Très classique que le pariétal, dans les 10, soit dérégulé, en fait. C'est aussi un maître. En gros, on pourrait dire, dans le cerveau, de façon très simplifiée, en gros, au niveau de l'occipital, l'information rentre. Au niveau pariétal, l'information est décodée, on lui donne du sens. Ça passe vers l'avant. L'avant, c'est là où il y a le CEO, le big boss, qui lui doit prendre des décisions. S'il prend une décision, soit ça part aux oubliettes, soit ça part en mémoire, soit on passe en action, donc ça passe en mouvement, donc c'est au niveau central. Donc l'information, elle circule de un flux différent. Ici, on voit la même. C'est la même chose qu'avant, sauf que là, c'est la vue résumée. Et là, c'est fréquence par fréquence, les 1 à 4, 5 à 8 dont vous parlez, François. Et là, effectivement, là, le delta, on voit un tout petit point à gauche, un tout petit point vert, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est la fréquence spécifique 4 Hz qui pose problème. Qui est vraiment, le cerveau est bloqué, le 4 Hz inonde le cerveau, on pourrait presque dire ça, quoi. Et donc, voilà. C'est
Et 4 Hertz, c'est très lent. 4 Hertz, le cerveau n'arrive pas à traiter, ne peut pas suivre. Voilà. On voit même, à 3 Hertz, on voit aussi les aires temporales qui sont, en 3 Hertz, c'est du delta, hein, c'est comme si elle dormait les yeux ouverts. Donc, là, c'est clair qu'il y a des problèmes de régulation émotionnelle et il y a des problèmes de mémoire. Donc, ça, voilà, tout ça, ça correspond entièrement au cas. Maintenant, le prochain slide. Là, ça c'est parce que ça ne montre jamais aux clients ça, mais nous on regarde cette façon-là. Et c'est-à-dire qu'ici on regarde nous justement la connectivité entre comment se passe la communication entre différentes aires. Les deux premiers carrés à gauche, on regarde l'aire occipitale 18, donc c'est justement le traitement de l'information visuelle au niveau du cortex visuel. Et pareil, quand c'est blanc, et donc c'est comment Brodmann, cette aire-là, 18, communique avec tout le reste des aires dans le cerveau. Et là, et naturellement, on a deux aires de Brodmann, une à gauche, une à droite. Et en vertical, ici, vous avez toutes les autres aires que le cerveau. Et donc, on voit comment cette aire communique avec les autres en comparaison par rapport à la norme. Donc, toujours. C'est toujours en comparaison par rapport à la norme. Parce que sans la norme, ce serait très difficile de lire. Parce est-ce qu'à 8 ans, il faut qu'il y ait autant de communication? À 10 ans, combien? Surtout que de 8 à 10, c'est là où il y a énormément de changements dans le cerveau. Donc, c'est très difficile. Donc, ici, à gauche, on voit donc que là, il y a un problème en bêta sur le Brodmann 18 qui est partagé sur beaucoup d'aires. Et certaines aires sont plutôt déconnectées en alpha 1 manque. Et il y a surtout une asymétrie assez importante, c'est-à-dire que l'aire à droite fonctionne complètement différemment de l'aire à gauche. On pourrait formuler l'hypothèse que ce que nous voyons ici en rouge, c'est les compensations du manque de communication qui est à droite. Voilà. Le deuxième, non, c'est celui-là. Il faut que tu actives ton pointeur. Il faut que en je prenne... bas. En bas, ok, je prends le pointeur. Comme ça, voilà. Moi, je pensais que je suis sur pointeur privé. C'est bon. Alors, je pense que ce sera plus facile. Voilà. Ok, super. Donc, ouais. Voilà. Donc, cette suractivation, cette suractivité-là, on pourrait partir de l'hypothèse c'est un moyen de compensation de ces aires-là qui sont sous-actives, voilà, sous-connectées. Si je prends maintenant le schéma à droite, là, c'est l'aire spécifique du langage, c'est ce qu'on appelle l'aire de Wernicke, c'est le Brodmann 22. Et là, on voit des grosses taches bleues, ça veut dire que cette aire-là ne communique pas du tout, ou presque, en tout cas largement, quand c'est bleu profond comme ça, ça veut dire que là, il y a absolument pas de communication qui a lieu avec ces aires-là, ou pas assez. C'est quoi les 40? Ouais, c'est 40, voilà, celle que tu as citée tout à l'heure, au niveau des... Voilà. Donc, le but de tout ce que nous on fait, d'abord, on fait cette analyse pour voir qu'est-ce qu'il y a, un état des lieux, sans donner des diagnostics, est-ce que c'est plus ça ou plus ça. Nous, c'est plutôt l'aspect fonctionnel qui nous intéresse. Voilà. Après, voilà, comment on va faire qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ici, on a encore, ça aussi, c'est quelque chose que nous, on voit, mais que les clients, et on ne donne pas ça aux clients parce que ça nous demanderait beaucoup trop de temps pour expliquer ça à chaque fois, et surtout que ça change, et nous, on regarde ça à chaque séance, et à chaque séance, on la prépare, on se base sur ça. Donc, en fait, c'est des statistiques de nouveau, c'est des prédictions, c'est comme la météo, sauf que c'est plus précis que la météo. Ici, donc, on a des pourcentages et des symptômes. Voilà, par exemple, qu'est-ce que nous dit donc l'analyse Loretta, en fait, c'est les structures profondes, donc, comme dans le cerveau. Quelles sont les aires qui fonctionnent bien, pas bien, les symptômes qui en découlent, voilà. Et quels sont les symptômes les plus probables? Et là, vous voyez, attention, dyscalculie, slow reader, donc lecture lente, problème de traitement visuel, etc. Et à droite, ici, on a encore les réseaux les plus dérégulés, donc qu'on va certainement viser au niveau du neurofeedback, puisque nous pouvons, avec le neurofeedback, viser directement la connectivité. D'ailleurs, les principaux de nos entraînements se passent en connectivité et dans les aires profondes. C'est-à-dire qu'on pose des électrodes à la surface
mais ce qu'on enregistre, ce qu'on entraîne, et ce qu'on analyse, c'est les structures profondes. Voilà. Voilà, c'était juste pour montrer des exemples, Voilà, des choses donc, qu'on pouvait voir. Après, gros disclaimer, on peut avoir un 10 et ça peut ne pas apparaître comme ça. Hein, oui. Alors, pour plein de raisons différentes. Par exemple, moi, le dyscalculia, je pense qu'on n'a jamais vu apparaître dans mes brain maps qu'on a fait et toutes les séances, etc. C'est ce que je vous disais avant. C'est là, on a un cas plutôt classique. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes exécutifs, attentionnels, on voit les problèmes occipitaux, etc. Et ça cadre avec tout ce qu'on a vu sur la brain map avant, toutes les couleurs. Voilà, ici, d'avoir le lobe frontal dérégulé. Je vais vous mettre mon pointeur. Voilà, ici, les lobes occipitales qui ne fonctionnent pas bien, le lobe frontal dérégulé, donc des problèmes des fonctions exécutives, etc. etc. C'est un constat. Hein. Donc ça, c'est un cas facile, classique, mais c'est rarement le cas. Voilà, donc, et c'est pour ça aussi qu'on ne donne pas ces choses-là, parce que des fois, il y a des noms qui apparaissent et les gens nous demandent c'est quoi, etc. Le fait est que des fois, il y a des noms, mais par exemple, c'est pas tout, ça ne veut pas toujours dire enfin voilà, c'est très complexe, mais voilà, on s'est dit qu'on vous le montrerait pour vous expliquer les outils qu'on utilise, même si c'est pas ce qu'on va donner aux clients. Voilà, le but c'est pas, en fait, le but c'est pas de le noyer d'infos. On pourrait vous assommer avec les données. Ouais. On peut vous assommer. Le peu qu'on met, c'est déjà beaucoup. À chaque fois, les gens ont la tête par terre et disent waouh, c'est beaucoup d'infos. Donc voilà, on essaye de faire voilà, soft. Alors, plus concret, parce que c'est un client actuellement. Donc, à gauche, vous avez avant, comment elle est arrivée, donc la brain map initiale, le QEG initial. Et ça, c'est le cerveau après 7 séances. Bon, vous, ça ne vous parle peut-être pas, mais pour nous, c'est beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit, c'est que si j'ai toujours le pointeur? Oui, tu as toujours le pointeur, on voit bien. Donc, ici, vous voyez le bêta qui est dominant donc, dans la première ligne. Là, il y a une forte réduction. Ça, c'est très bien. Après, le côté exécutif, donc ici, le côté prendre des décisions, analyser, comprendre les choses. Donc là, on avait, nous, ce qu'on appelle les hypocohérences, donc la communication qui était ralentie, donc difficile de prendre des bonnes décisions quand on a ça. Ben, c'est en train de s'éclaircir. Ça veut dire, là, le software impacte le hardware. Et ça, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est le principe même du neurofeedback. C'est si vous faites tout le temps, répéter tout le temps les mêmes choses, ben, à force d'utiliser, le cerveau va se recabler. Voilà. Mm-hmm. Puis le lobe frontal, de toute façon, c'est le premier à s'occuper. Parce que, en fait, tout passe par lui, c'est le maître. C'est vraiment le maître du cerveau, c'est celui qui finit de se développer en dernier et c'est celui par lequel il faut commencer. Voilà. Oui. Après, dans ce cas-là, oui, il y a une anxiété très forte chez cette cliente, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il y a chez d'autres où si on vous fait avant, après cette séance, il y aura peut-être encore moins de couleurs. Voilà, mais c'est vraiment au cas par cas. Et dans les 10 aussi, très important, il faut plusieurs séances. Comme c'est le hardware du cerveau, il faut suffisamment de séances parce que là, on touche au développement du cerveau et ça prend du temps. La chance qu'on a dans ce cas-ci, c'est qu'elle est justement donc suivie de près. Il y a eu des tests neuropsy, logopédie, tout ça a été fait. Et là, cette semaine, elle est retournée la première fois donc de nouveau au centre. Et apparemment, les parents m'ont rapporté qu'ils avaient constaté sur les 3-4 mois qu'elle avait fait des progrès. Donc voilà. Ouais. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que le neurofeedback ne peut pas remplacer le travail qui est fait en accompagnement, prise en charge. C'est-à-dire que si nous, on arrive à stimuler et à entraîner le cerveau pour qu'il fonctionne mieux, il faut quand même qu'il fasse les étapes d'apprentissage. Ce qu'il n'a pas appris, il faut qu'elle réapprenne. Voilà. Voilà. Ça booste en fait, c'est-à-dire que ça va. Le fait qu'il aille en logopédie, orthophonie, etc., c'est bon pour le cerveau. Et nous, derrière, en fait, on booste ces mécanismes-là pour que l'évolution, elle soit encore plus rapide. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est des questions récurrentes. Ça compte pour le neurofeedback et pour le EG. Parce qu'on a très, très souvent les mêmes. Donc, je profitais de faire une pause, de dire, voilà, non, le EG ni le neurofeedback n'est dangereux. Il n'y a absolument aucun risque pour la santé, que ce soit physique ou mental. En fait, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Mais c'est les seuls cas où ça ne marche pas. C'est plutôt dans des cas très spécifiques où la personne n'est pas dans une démarche, je dirais, active.
participative. Ou il y a des raisons métaboliques. Ou des raisons métaboliques, qui voilà. peuvent aussi. C'est vrai que si quelqu'un, par exemple, nous, on insiste beaucoup sur l'hygiène de vie. Ouais. Voilà. L'hygiène de vie, ça veut dire quoi? Alimentation, sommeil, Hydratation. exercice. Si ces 4 points ne sont pas voilà, optimisés, on va dire, ben, Ça va aller moins bien. ça va aller moins vite. Donc, ça veut dire que ça va prendre plus de temps, il va y avoir plus d'effets secondaires. Il y a très peu d'effets secondaires, mais il y en a quand même. La fatigue. La fatigue, Voilà, la pression dans la tête. Certains sont très anxieux. La cape, elle sert, oui, elle sert un petit peu, oui, ok. Mais c'est Voilà. rien par rapport à tout ça. Voilà. Voilà, ouais. Non, ça c'est très important parce que si on reçoit un enfant qui mange tout le temps du sucre, qui fait pas d'activité physique, qui, je ne sais pas, qu'est-ce que j'oublie encore, qui boit pas d'eau, etc., bah, son cerveau, il a beaucoup plus de mal à fournir d'efforts. Et c'est ce que j'explique toujours, que ce soit aux enfants, aux parents. Si vous mettez la mauvaise essence dans une voiture, elle va rouler, mais elle va aller vachement moins loin ou moins bien. Ça va être beaucoup plus compliqué. Bah, c'est pareil pour nous. Voilà, mais c'est des fois compliqué pour certains de le comprendre. Et après, oui, donc ils parlent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des patients qui ne sont pas actifs, qui n'appliquent pas les choses qu'on sait qui sont nécessaires pour eux. Et les choses métaboliques, oui, des fois, ça a une carence d'une vitamine spécifique ou ce genre de choses-là. Et ça, on s'en rend compte très vite aussi. Donc quand on voit qu'il y a ce genre de choses, de toute façon, on en parle et on réfère, s'il faut, vers des spécialistes de ces choses-là. Hein. Donc, on est aussi, voilà, on est capable aussi d'avoir un œil pour ça, de dire, il y a peut-être ça, ça ou ça, voilà, à creuser. Hein. Voilà. Voilà, peu de contre-indications, peu d'effets secondaires, comme on vous disait, la fatigue. Voilà, c'est recommandé si vous faites d'autres choses à côté, plus, parce que le fait de faire d'autres choses en plus de ce que nous on fait, bah, ça va booster aussi ce que nous on fait. Voilà, les effets sont stables et durables dans le temps. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est pas quelque chose à faire à vie. Et c'est possible, voilà, dès le plus jeune âge et jusqu'à globalement la fin de votre vie, quoi. Donc, c'est ça le neurofeedback. Pourquoi, comment ça marche, pourquoi c'est durable, etc. Donc là, vous avez une séance type. Moi, je suis actuellement assise à la place du thérapeute, neurothérapeute, si on veut appeler ça, entraîneur, entraîneur de cerveau. Et François, là, actuellement, dans la salle, il est à la place de, normalement, le patient, en face voilà, de l'écran. Donc ça, c'est un setup classique. C'est-à-dire que le patient, alors je vais mettre mon pointeur, ça va être plus facile. Le patient est ici assis sur la chaise et il a le bonnet d'électrode EEG sur la tête. Il a déjà fait son bilan chez nous, la brain map dont on vous parlait, puisque ça, c'est une étape obligatoire. On ne touchera jamais un cerveau si on n'a pas vu ce qui se passe avant dedans. Je sais qu'il y en a qui le font. Je ne prendrai jamais ce risque-là de ma vie d'essayer de changer un cerveau que j'ai même pas jamais vu. Donc voilà. Une fois que le patient fait son bilan et qu'il dit OK, on y va pour du neurofeedback, donc il vient à une séance, il s'assoit, on lui met le bonnet d'électrode sur la tête comme au premier rendez-vous. Il est branché à l'ordinateur, on voit les ondes sur l'écran comme au premier rendez-vous. Et là, la différence, c'est que c'est pas seulement enregistrer les analyses de l'EEG, ça va servir au feedback, donc l'écran que vous voyez en face. Voilà, donc je vais vous montrer. Voilà, les ondes cérébrales sont mesurées. Et en fait, ce signal des ondes qu'on voit à l'écran, c'est analysé comme positif bien ou négatif mal. Hein. Vous savez, c'est les couleurs qu'on a vues. Voilà, si c'est bleu, rouge, blanc, etc. Et ça, ce signal-là va être traduit sur l'écran comme un retour. Donc, c'est un film. On choisit un film, on le met. C'est un film, tout ce qu'il y a plus de classique qu'on met dans l'ordinateur. Et en fait, ce signal qui est comme positif, négatif, donc récompense, punition, il se voit par ce retour-là. Je vous prends l'exemple très, très classique d'une personne anxieuse. Elle vient, elle s'assoit, on choisit un dessin animé, par exemple, voilà, et le EEG est enregistré et le dessin animé passe normalement. Normalement, quand on est assis, qu'on regarde un film, on est tranquille. On n'est pas censé avoir d'état d'anxiété, d'IBêta, de ce genre de choses, etc. Le problème chez les gens anxieux, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que le cerveau reste bloqué dans l'état. Il n'en ressort plus. Il est plus capable de s'adapter à son environnement. Au lieu d'être zen et de regarder le film, même s'il ne le sent pas, en fait, son cerveau, il est en mode, voilà, tout va me tuer, tout est dangereux, il faut que je fasse gaffe. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon. Et donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc c'est ce qui est négatif pour le cerveau et pour la personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle vient nous voir, puisqu'elle a des symptômes qui la gênent au quotidien.
Pour le corriger, il faut qu'on indique au cerveau que cet état d'activation, il n'est pas bon. Et comment on lui fait comprendre? En fait, quand on a du rouge comme ça, l'écran va rester foncé. Et donc, c'est le cerveau, vous savez, il n'aime pas quand c'est pas parfait. Il aime bien quand c'est bien clean, quand c'est bien clair comme ça. Voilà, ça, il aime bien. Par contre, quand c'est comme ça, c'est pas très simple, ça l'agace. L'exemple tout bête que je donne à chaque fois, qui est très parlant, vous êtes dans la voiture, vous écoutez la radio. Vous l'écoutez, ça vous plaît, vous chantez même ou vous chantez pas, voilà, peu importe. Et d'un coup, ça se met un peu à grésiller parce que vous captez mal. Et il suffit de pas grand-chose pour qu'on change la station de radio parce que ça nous agace. C'est pas lisse, c'est pas smooth, c'est pas parfait. Bah, le cerveau, c'est pareil. Au lieu de changer sa station, en fait, il va changer son état d'activation. Il va essayer de chercher comment est-ce que l'écran peut redevenir clair. Et donc, il va rentrer dans un processus. Voilà, là, vous voyez ici, ça diminue. Mais ce n'est pas encore suffisant par rapport à ce qu'on demande lors de cette séance-là au cerveau. Et donc, quand il va bien diminuer sa suractivité, pouf, l'écran va redevenir clair. Et là, il va se dire, tiens, c'est bizarre. Quand j'ai pas d'activité d'anxiété, ou beaucoup moins, parce qu'on ne peut pas demander du jour au lendemain au cerveau de l'enlever, hein, c'est un processus graduel où on augmente la difficulté au fur et à mesure, que ce soit au niveau du réseau qu'on choisit d'entraîner, mais aussi dans la séance, la difficulté. Et il va se dire, tiens, bah, quand je fais ça, c'est clair. Par contre, si je fais ça, pouf, ça redevient foncé. Et c'est des changements qui sont ultra rapides. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. C'est des choses qui changent en des millièmes de secondes. Vous les voyez consciemment, mais vous n'avez pas le temps d'y réagir. C'est le cerveau qui s'adapte tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et c'est ces analyses-là, et nous, en augmentant la difficulté, qui vont lui permettre d'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a une action de la part du cerveau. Nous, on amène une réaction, le retour sensoriel, et il faut que derrière, il y ait une adaptation, un changement. Et c'est ça qu'on va suivre. Et c'est là où, pour que ce soit durable, ce qui est très important, si on veut que ça fonctionne, que ça serve à quelque chose et que ça dure, c'est 2 composantes. La répétition, il faut que les séances soient répétées. En une séance, peut-être qu'on va se sentir mieux, mais ça ne va pas suffire au cerveau pour garder cet état-là. Il va retourner dans son état au début, qui connaît sa zone de confort, parce que c'est plus pratique pour lui que ça qui lui demande des efforts de changement. Donc voilà, la répétition. Si vous faites 2 séances, ça va vous soulager, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Et aussi la fréquence. C'est-à-dire que si vous faites une séance chez nous et puis qu'on ne vous revoit pas pendant 3 semaines, le cerveau, entre-temps, il n'a pas réexpérimenté cette nouvelle chose, donc il oublie. Même exemple, la lecture. Comment vous avez appris à lire, pour ceux qui n'ont pas de dyslexie en tout cas, et de 10, la lecture quand vous étiez enfant? Vous avez passé des répétitions et des répétitions d'exercices d'abord simples, des lettres, l'alphabet, à lire, à connaître les minuscules, les majuscules, savoir que c'est la même lettre, etc., à imprimer ces lettres-là dans votre cerveau, de savoir que peu importe la police d'écriture, ça c'est un A minuscule, ça c'est un A majuscule. Après, il va falloir travailler les sons que vous avez répétés A, B et C. Après, les lettres ont été mises ensemble, donc ça a fait des syllabes, et construction de mots, etc., jusqu'à ce que la lecture devienne un automatisme. Et quand vous étiez petit, ce n'était pas un automatisme. Il a fallu répéter. Le neurofeedback, c'est pareil. Bon, vous n'avez pas besoin de 3 ans, mais c'est le même principe. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Sur les faits, comme on le dit, même si de notre côté, ça demande beaucoup de travail et que vous avez l'impression de juste regarder un film, je peux vous garantir que vous n'êtes pas juste en train de regarder un film. Pour votre cerveau, la séance, c'est l'équivalent d'une grande séance de sport. C'est très fatigant. Donc, d'où je rebondis sur François, l'hygiène de vie. Si vous venez sans avoir mangé, mal avoir dormi et ayant mangé du sucre, je peux vous garantir que vous allez être mort après la séance, voire vous allez avoir du mal à terminer la séance. Vous le ferez qu'une fois. Ouais, parce qu'on le dit aux clients avant, et on précise et on insiste. Je pense qu'on doit être chiant à le répéter 50 fois, mais parce qu'en fait, c'est important. Et il y en a qui ne le font pas. Une fois, voilà, exactement ça. Parce qu'ils sont tellement crevés et qu'ils ont mal à la tête après, on leur dit, on vous avait prévenu. Voilà, il y en a qui ont besoin d'expérimenter ça pour... voilà. Donc, est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Alors oui, on peut être un peu fatigué pendant une première séance, mais c'est rien d'insurmontable, mais il y a beaucoup d'avantages. Pourquoi? On agit directement au cerveau, puisqu'en fait, le cerveau, c'est lui qui est responsable et gestionnaire de tout. Donc, s'il y a un souci, si ce n'est pas biologique, que votre cœur et que tout fonctionne bien, il y a très fortes chances que vos soucis d'attention, de sommeil, de stress, de rumination, de problèmes de mémoire, etc. Enfin, il y a 90% de chances que ça vienne de lui. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, on agit direct sur lui.
Comme je vous disais, c'est direct, persistant. Voilà, il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois jusqu'à ce que vous ressentiez quelque chose. Alors, il y a des gens qui ont des effets directs dans la séance, qui disent « Ah, je me sens plus relax ». Et il y a des gens qui vont avoir plus de mal à lâcher prise, où ça va arriver quelques heures après la séance. Voilà, c'est à chacun son rythme. C'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on peut personnaliser. Vu qu'un cerveau n'est pas un autre, un cerveau dyslexique n'est pas un autre, un cerveau anxieux n'est pas un autre, c'est là où c'est important de mesurer, de voir qu'est-ce qui est responsable des symptômes et d'agir dessus. Et c'est là, en fait, où c'est la force. Par rapport à peut-être, j'ai des gens qui me font souvent le parallèle, les médicaments, bah oui, il y a des antidep, des anxiolytiques, mais c'est pas aussi ciblé. Ça fonctionne, ça aide. Nous, on n'est pas du tout contre ou anti-médicaments. Hein. Il y a des clients avec lesquels, s'ils n'avaient pas pris leur traitement, ça aurait été difficile de démarrer et d'arriver à quelque chose en neurofeedback. Donc, c'est quand même important aussi pour d'autres choses. Il ne faut pas non plus renier cette part-là. Mais voilà, ça, c'est hyper ciblé. Voilà, peu d'effets secondaires, un peu de fatigue, mais en général, au bout des premières séances, après, ça part, votre cerveau, il commence à avoir l'habitude, il est entraîné. Et il y a l'avantage des bases scientifiques. On ne veut plus entendre que le neurofeedback, c'est nouveau et que ça n'a jamais prouvé d'effet. J'ai encore lu ça sur Facebook par des professionnels il n'y a pas longtemps et ça me fait hérisser les poils. J'en ai pas beaucoup, mais ça me les hérisse. Parce que ça existe depuis les années. Maintenant, je crois que ça a fêté ses 50 ans en 2020. 50 ans que ça existe. Si vous allez sur PubMed, vous allez trouver plus de 2700 d'études. Voilà. Pas toutes positives, mais le phénomène est étudié. Ça dépend comment c'est fait. Voilà. C'est aussi ça le problème, en fait, c'est que, par exemple, j'ai encore entendu ce que je vous parle récemment, c'est par la Haute Autorité de Santé en France qui dit « ça marche pas, on a essayé, ça marche pas ». Sauf que les autres pays, ça marche. Le problème, c'est qu'il y a neurofeedback et il y a neurofeedback. Nous, on vous présente le type que nous, on utilise. Il y a plein d'autres écoles, il y a plein d'autres façons de faire du neurofeedback. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients et leurs limites. Hein, mais il y en a certaines qui sont là, mais on ne sait pas pourquoi, puisqu'elles n'ont jamais prouvé leur effet. Je pense au... Oui, voilà, on pense à neurooptimal, neurofeedback dynamique. Le dynamique, et je reçois encore trop de gens qui disent « Oui, mais moi j'ai dépensé des milliers dans le neurofeedback et ça ne marche pas ». Je leur demande, c'était quoi? Comment ça se passait à la séance? Ah, ils ont mis 2 électrodes sur la tête, ils ont fait 20 minutes de séance toutes les 3 semaines. Et j'ai dit à la dame, je suis désolée, mais ce que vous avez fait, ce n'est pas du neurofeedback, c'est de l'arnaque. Parce que nous, on fait 1 heure de séance, on a 19 électrodes et on répète au moins 1 fois par semaine. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, il faut faire aussi très attention à ça. Et souvent, malheureusement, les études qui disent que le neurofeedback n'a pas marché, c'était des trucs comme ça très simples. Et en fait, où la technique est mal utilisée. Où les résultats sont mal gérés, mal interprétés, les gens pas forcément formés, donc forcément, ça ne donne pas de résultats. C'est normal si c'est mal utilisé. Et je dois rajouter quelque chose, ce qui est un peu... Et là, on est les seuls à des centaines de kilomètres à la ronde. Oui. Nous utilisons beaucoup de neurostimulation. Oui. C'est un sujet à part, on peut en discuter 2 heures. C'est-à-dire que, juste faire court, on utilise de la lumière, des sons, de l'électricité, des ondes magnétiques, pour stimuler le cerveau avant de faire le neurofeedback. Le neurofeedback tel que nous le faisons, en fait, c'est moi qui ai assemblé cette méthode en me formant auprès des meilleurs spécialistes presque du monde, oui. Tous les grands précurseurs. Voilà, tous les grands précurseurs. Et j'ai assemblé différents modules, différentes façons pour arriver à ces résultats-là. Parce que si vous allez voir dans les études, ils disent qu'il faut faire 20 ou 30 séances pour avoir un effet. Chez nous, les gens sortent. Déjà au bout de 10, ça a bien changé. 10 à 12, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Pour des choses, il y a d'autres cas où bien évidemment vous avez une liste comme ça et là on sait que ça va prendre plus de temps et complexe, mais dans la moyenne, entre 10 et 15 séances, c'est réglé. Il faut qu'on accélère au timing. Voilà, parce que là, on est... Voilà. J'avais fait un petit diapo sur concrètement comment ça aide les 10, puisque ce n'est pas la population qu'on a le plus. Malheureusement, les gens ne savent pas qu'ils peuvent venir chez nous, mais venez. On fera toujours le mieux qu'on pourra pour arriver aux objectifs. Ça agit sur le cerveau directement, comme on vous montrait tout à l'heure la brain, on peut voir qu'est-ce qui est responsable des difficultés de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi qui se cache, qui est peut-être passé à la trappe? Tout ce qui est cognitif, ça marche super bien. S'il y a des problèmes de mémoire du travail, de mémoire, de traitement exécutif, toutes ces choses-là, notamment dans la remédiation que vos enfants font,
bah ça c'est hyper efficace, ça va aider à compenser les difficultés si on n'arrive pas à les enlever. Plasticité cérébrale, vu que la flexibilité, la connectivité du cerveau, elle est mauvaise, ça va l'améliorer. Les aires, elles vont déjà mieux communiquer entre elles, donc ça va être plus facile pour les infos, pour l'analyse, la vitesse de traitement, tout ça, ça va aussi s'augmenter. Et aussi, bah, je vous parlais tout à l'heure des comorbidités, ça c'est un truc qu'il ne faut surtout pas laisser de côté. L'estime de soi, s'il y a des difficultés de gestion émotionnelle, en fait tout ce qui va découler de la souffrance de la personne. Parce qu'il n'y a pas que le 10 et les problèmes de lecture et de calcul et machin, il y a tout ce qui vient avec, du coup, qui aggrave les symptômes. Et donc ça, c'est aussi à ne pas laisser de côté. Donc voilà, très très important que nous, dont nous, on s'occupe aussi. Voilà. Maintenant, au niveau étape, comment ça marche chez nous? Donc, je vous disais tout à l'heure, le plus important, l'étape qu'on ne peut pas éviter, c'est faire le bilan initial, la brain map, le QEG, qui est accompagné. Donc, vous avez le rendez-vous de brain map dont on vous parlait, où on fait l'enregistrement EEG. Ça dure 1 heure. Pendant cette heure-là, qu'est-ce qui va se passer? On va déjà faire le tour. Qu'est-ce que vous avez déjà comme diagnostic? Ce n'est pas obligatoire pour venir nous voir. Il n'y a pas d'obligation de diagnostic. Si vous avez déjà des tests, des diagnostics, des trucs, ramenez-les. Voilà, de faire le tour de l'enfance, de l'école, comment ça se passe, à la maison, de toutes ces choses-là, ce qu'on appelle l'anamnèse. Puis, pendant 10 minutes, on fait l'EEG. 5 minutes les yeux ouverts, 5 minutes les yeux fermés, parce que ce sont 2 états d'activité et qui nous donnent souvent des infos très différentes, donc très important. S'accompagne de ça des évaluations cognitives et des questionnaires à faire qu'on vous envoie à la maison sur ordinateur, qui nous donnent d'autres informations, parce que nous, on voit des choses que vous pouvez ou non ressentir ou interpréter différemment, donc c'est très, très important. Et on peut aussi, pas obligatoire à chaque fois, mais forcément recommandé, parce que ça donne aussi beaucoup d'infos, c'est l'évaluation du système nerveux central, du sommeil, de la gestion du stress, de l'âge biologique du corps, voilà, de voir dans quel état il est. Parce que le cerveau et le corps, voilà, ça donne des infos différentes. Donc ça, c'est première étape. Après, sachez que le bilan, vous n'êtes pas obligé de faire le neurofeedback derrière. Vous pouvez très bien faire le bilan, avoir plein de connaissances, d'informations et réfléchir. Est-ce que je veux le faire? Est-ce que je veux pas? J'ai un peu peur, je ne sais pas, j'hésite. Voilà, vous faites pas, vous prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas d'obligation. Mais une fois que vous avez fait ça, en tout cas, là, on peut lancer le processus pour ceux qui sont intéressés de faire le neurofeedback. Combien de séances et comment et quelle fréquence, en fait, ça va beaucoup dépendre des résultats, puisque d'une personne à l'autre, c'est différent, en fonction de la sévérité, en fonction des symptômes, en fonction du cerveau. Là, on va vous dire, OK, de ce qu'on voit, il faut tant et tant de séances, il faut telle fréquence, il faut… Voilà, ça, on vous donnera à chaque fois des conseils par rapport à ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on fait un bilan comparatif à la fin, le avant-après, parce qu'on veut mesurer qu'est-ce qui a bien changé. Qu'est-ce qui a changé? Peut-être on peut encore améliorer. Qu'est-ce qui bloque encore, qui pourrait expliquer des changements? Ou est-ce que tout est OK? Et voilà, on vous fait le bilan. Tout va bien, l'objectif est atteint, on est content des deux côtés. Et puis, bah, voilà, techniquement, on ne vous revoit plus, mais on ne vous lâche pas non plus. C'est-à-dire que si à un moment dans votre vie, vous avez besoin ou vous sentez que, tiens, je ferais bien l'entretien de mon cerveau 1 ou 2 fois par an pour lui donner un coup de boost, eh bien, vous avez nos contacts, vous nous envoyez un mail, je referai bien quelques séances, ou alors j'ai pensé à un tel pour des séances. Voilà, on n'est pas, c'est pas parce que vous avez fini le traitement chez nous qu'on vous laisse tomber en fait. Et surtout que c'est toujours intéressant d'avoir un suivi, parce qu'une fois que vous avez fini le traitement, jusqu'à dans les 6 mois qui suivent, ça continue de s'améliorer. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un petit email, de dire ah oui, il y a eu encore ça, ça, ça et ça. Nous, on aime bien. Voilà, toujours savoir ce que les patients sont devenus. Voilà. Pour passer, donc on fera les questions après. Hein. Je vais vous présenter le reste des trucs et on va faire le temps de questions. On a fait une offre spéciale. Voilà, donc on a fait. Je vais répondre quand même à une question, c'est est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Oui. Non. Voilà, la réponse est très simple. Non. Ça ne les intéresse, ils s'y intéressent pas. La psychothérapie n'étant pas remboursée, le temps que le neurofeedback soit remboursé, je pense que j'aurai ma pension. Mais j'aurai des arrière-petits-enfants. Voilà. Donc, justement, ce qu'on vous propose, c'est en fait de faire cette première étape, de faire le léger avec un prix spécial. Donc, il y a un code BM10, BM majuscule, 10 minuscule, sur notre site web où vous êtes inscrit, donc Neurofeedback Luxembourg, et puis .com. Et vous pouvez aussi rentrer ce code, donc vous recevez la réduction. Donc, c'est valable. Ça comprend 2 rendez-vous, les tests passés chez vous, notre analyse et le compte-rendu.
Tout ce que j'ai expliqué avant, quoi, l'étape 1. Pour vous donner un ordre d'idée, juste, ça vous paraît peut-être cher, mais je peux vous dire que pour faire un QEG comme ça, comme nous on le fait, je pense que vous devrez aller au moins à Munich ou à Londres pour trouver, et vous pouvez facilement multiplier le prix par 2 ou 3 pour avoir ce que nous on fait. Donc, mais voilà, je comprends. Ça demande du travail. On sait que les gens ne sont pas habitués au niveau des soins de santé. À dépenser, puis ça doit être récupéré, ça doit tout être gratuit, mais voilà. C'est beaucoup de travail et le matériel aussi. Voilà. Voilà. Mais c'est un vrai plus. Il y a des gens pour qui juste la braille map, en fait, oui, ça suffit. Ça leur apporte tellement de réponses que pouf. Donc, je vous ai mis un lien pour le rendez-vous au-dessus. Là, voilà, il y a le bouton bleu. Le bouton, voilà, directement, ça vous lit, c'est plus facile. Normalement, ça fonctionne très bien. Il suffit de rentrer le code. Je vous ai mis les petites étapes, mais si jamais il y a un souci, vous avez l'email de contact. On n'est pas joignable par téléphone. Oui, voilà. On n'a pas les moyens de payer une secrétaire juste pour répondre aux questions, pour vous dire, il va vous rappeler. Non, et nous, on travaille soit avec les clients, soit on travaille avec les données. Donc, vous avez 2 façons de faire. Si vous avez des questions, soit email, ou alors vous avez aussi sur notre site web. La téléconsulte est dans le chat. Vous pouvez prendre le rendez-vous pour une téléconsultation gratuite. Vous prenez rendez-vous et on va vous appeler, on va répondre à vos questions. C'est dans le chat. Voilà, c'est le plus simple parce que sinon, avec l'emploi du temps qu'on a, c'est juste pas possible. Voilà. Voilà. Ensuite, quelques petites ressources, voilà, des choses qui m'ont été recommandées autour, donc France, Belgique, Luxembourg, des choses qu'on connaît. J'en ai certainement oublié, donc s'il y a des gens qui connaissent, que ce soit des professionnels de santé ou des associations ou des choses qui leur ont été utiles, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires pour que ça serve au plus grand nombre. Voilà, mais ça, ce sont les plus connus sur lesquels on tombe très, très rapidement. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre une capture d'écran, à prendre des notes. Si vous avez besoin, vous nous envoyez un email. Voilà. Il y a aussi, alors ça, pour les parents, j'ai pas connaissance pour des gens qui sont pas spécialistes de références spécifiques. Il doit certainement exister des BD, des livres, etc. Le plus simple, quand même, quand on a des questions, c'est quand même de se référer aux professionnels. Voilà, hein, c'est encore le plus simple. Mais s'il y a des professionnels ici de la santé, des médecins, des neuropsy, des psychologues, des gens pour qui le langage médical, ils sont à l'aise là-dessus, ce livre, c'est la Bible. C'est vraiment la Bible. Il est compliqué, mais il est super complet. Complexe, c'est plutôt le bon terme, mais voilà, ça c'est sa dernière édition qu'il a remis à jour. Moi, on a la première avec François, donc ça c'est celle qu'il a mis à jour et franchement, c'est une sacrée Bible. Mais voilà, si vous êtes parent ou 10 vous-même, je ne vous conseille pas, c'est un peu too much. Voilà. Maintenant, pour les questions. Alors, j'ai vu que ça défilait beaucoup des messages. On va les prendre les uns après les autres. On va les prendre dans l'ordre. Si jamais on vous oublie, repostez-la. Voilà. Est-ce remboursé par la CNS, DKV, donc assurance complémentaire? Alors, je vais répondre à celle-là. Donc, CNS, j'ai répondu non, ce n'est pas remboursé par la CNS. Mutuelle. Rarement. Ça dépend de comment votre personne qui traite. Alors, les seuls qui remboursent vraiment, c'est les gens qui travaillent aux communautés européennes. Eux, ils ont un budget prévention, ils peuvent l'utiliser. Mais ça dépend encore un petit peu. Apparemment, ça s'est un peu durci. DKV, AXA, foyer et autres, ça dépend. Il vous faudra des dossiers médicaux approfondis pour toucher 10 à 15%. Ou 20, 25. Je pense que le maximum que j'ai vu en remboursement, qu'on m'a dit, moi je ne sais pas, ça doit être autour de 20%. Donc, mais ça va, je vous donne un bon conseil, c'est demandez-leur d'abord qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils remboursent, et puis conformez-vous à leur démarche. Ouais, mais ça va dépendre, c'est individualisé. Je sais même pour la même compagnie, pour le même diagnostic, le même document par le même médecin, ils ont eu des réponses différentes, donc ce n'est pas standardisé. Ça dépend. Voilà. Combien coûte une séance de neurofeedback par la suite? Ça dépend de combien de séances vous prenez. Si vous les prenez d'un coup, puisque le programme, nous on déroule un programme défini sur 10 séances. Si vous les prenez d'un coup, vous allez être autour de 145 €. Si vous les prenez un petit peu moins. Un peu moins, non, 135. En fait, si vous les prenez à l'unité, juste comme ça, c'est 145, mais quand vous prenez ce qu'on appelle des packages de séances, on fait une réduction. C'est toujours comme ça. Quand vous prenez pour X mois d'abonnement, c'est toujours moins cher le mois. Chez nous, c'est un petit peu pareil. Oui, ça doit être aux alentours de 135, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais te dire 139, ça. 139. 10 séances, c'est à 1395. À 125 €, c'était avant à 125 € la séance. Voilà.
Est-ce que vous parlez aussi de luxembourgeois? Oui. Oui. On parle, je suis ici de Tseboya, mais Mélanie comprend le luxembourgeois et répond avec un allemand de base. Il est un peu rouillé. De base. Je parlais bien allemand, mais il est un peu rouillé. Mais là, on a des enfants actuellement qui ne sont pas du tout à l'aise en français. Donc voilà, je dois parler allemand. Donc c'est très bien, ça me remet dans le bain, il n'y a pas de souci. Je mets à l'aise les enfants, aucun problème. Est-ce que le neurofeedback est plus efficace chez les enfants jeunes que des personnes Très bonne adultes? question. Très bonne question. Très intéressante. On n'a jamais eu celle-là. Non, non, c'est aussi efficace chez l'un que chez l'autre. L'avantage de venir jeune et de commencer tôt, il faut savoir que le cerveau est seulement mature à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, il grandit encore. Donc, si vous faites les interventions au plus tôt, c'est plus facile. Moi, je dirais plutôt que la période difficile, c'est l'adolescence. C'est ça. Que ce soit pour les parents ou pour nous. C'est ça. Mais pour les enfants, on a des personnes âgées. On a maintenu quand même une personne dans un état, on va dire, stable, qui avait un Alzheimer quand même déjà bien présent. On a fait des bons progrès. Hein. Voilà, on a fait sur un long terme. Donc non, l'âge n'est pas... Votre cerveau est plastique voilà. Toute votre vie. Voilà, l'hygiène de vie est plus importante. Dites-moi comment vous vivez et vous saurez si ça va marcher. Alors, après. Alors, il y avait une autre question intéressante qu'on a zappée de madame ou monsieur, je suis désolée, des fois je mets monsieur et madame à la place. Carmen Hype, une fois le processus de neurofeedback terminé, combien de temps ou combien d'années faut-il pour examiner le résultat au niveau des corrections cérébrales ou si ces déficiences réapparaissent? Si vous voulez, on peut toujours chercher la petite bête, on peut toujours trouver quelque chose en fait. C'est pas... Nous, on fait une analyse chaque semaine, chaque séance. Nous, voilà. On fait une analyse chaque séance. On fait une analyse à chaque séance. On ne vous toutes montre les semaines. pas ça à chaque fois. On ne vous parle pas avec parce que déjà, ça ne sert à rien. Et de deux, en fait, très souvent, par le manque de connaissances et de compréhension de ce qu'on fait, vous auriez l'impression que ça ne va pas. Et c'est vrai que les gens ont tendance à se focaliser sur les couleurs. Oh, mais c'est encore rouge, mais c'est encore bleu, mais c'est encore machin. Le but n'est pas d'avoir un cerveau clean. C'est impossible, ça n'existe pas. Les peu qu'on a eus, c'était très mauvais signe et ça n'augurait rien de bon. Donc, le but, c'est pas ça. En fait, le but, c'est vos objectifs. En fonction des objectifs et des troubles, on va agir dessus. Et l'objectif, c'est que ça se voit dans la vie réelle. Parce que si on vous change les couleurs du cerveau, mais que vous n'arrivez pas mieux avec vos troubles, bah, qu'est-ce qu'on a gagné au final? Alors oui, on peut, y a des gens qui reviennent refaire un check-up et refaire quelques séances, mais plus par envie de dire, tiens, j'ai fait du bien à mon cerveau que par envie de voir ce qui va pas. Voilà, parce que si voilà, il y a des gens chez qui ça va vachement mieux, mais ils ont encore, tiens, du rouge ici, du bleu là. On pourrait encore, voilà, faire, je sais pas, plein de séances et passer partout et tout faire en fait. Mais le truc, c'est que en fait, ça n'a pas lieu d'être et c'est pas la demande. Nous, on va pas faire des choses qui sont en dehors de la demande, sauf si maintenant on voit que c'est un prérequis. Que si on veut accéder à la demande, à l'objectif de la personne, on va lui dire avant ça, il va falloir passer par là. Ça, c'est un prérequis. Mais sinon, si c'est pas obligatoire et que le cerveau il fonctionne bien comme ça et que ça pose aucun problème, je vois pas pourquoi on toucherait un truc qui fonctionne. C'est pas le but non plus. En fait, on entraîne le cerveau, on fait pas des jolies images. Oui, voilà. on lui donne un outil via le neurofeedback pour rétablir sa plasticité qui est normalement un processus naturel qui perd dans certains cas. Et après, une fois qu'il a cet outil, c'est lui qui l'utilise de la manière la plus efficace et la plus pratique pour lui. Nous, on ne va pas lui dire comment le faire. On va lui donner l'outil et lui montrer, lui dire, regarde, tu as une autre façon de faire, une façon de t'adapter, de te réguler, etc. Et c'est lui qui va l'utiliser de façon optimale pour lui au moment opportun. Donc voilà, c'est important. Mais c'est une très, très bonne question, du coup. Qu'est-ce qu'on avait encore votre offre de prix est une offre spéciale pour les 10. En fait, ce n'est pas une offre spéciale pour les 10, mais c'est une offre qui est valable. Voilà, les gens qui maintenant bénéficient, qui sont là à la conférence, sachez que ce code, il est valable d'aujourd'hui jusqu'à le 28 octobre. Vous rentrez ce code et vous avez 100 € de réduction. Voilà. Mais si après, vous avez, je ne sais pas, vous en parlez à un membre de famille, vous lui renvoyez le replay et il veut venir aussi, qu'ils viennent. Hein. Nous, on n'a aucun souci avec ça. S'ils utilisent le code et qu'ils ont envie, même s'ils n'ont pas vu toute la conférence, bon, bah, c'est pas dramatique non plus. Hein. Même, j'ai vu vos partages d'expériences qui sont très intéressants. Du coup, j'ai lu pendant que François parlait. C'est le constat est le même à chaque fois. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses, le TDA, etc. Même, je sais pas, par exemple, vous êtes un parent d'un enfant 10 et vous avez vous-même, je sais pas, de l'anxiété, vous voulez venir pour vous aussi, bah, venez. Hein. On n'est pas fermé
numéro 10, voilà, on ne refuse personne. Ça nous est pas arrivé, je pense, rarement, dans de très rares cas. Mais parce qu'on sait que voilà, Oui, c'était des cas super compliqués. Voilà, mais c'est très rare qu'on refuse. Voilà. Donc, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. S'il y a encore d'autres partages d'expérience, continuez, faites-le. Si vous avez des questions, prenez rendez-vous pour la téléconsul dans le chat si vous n'êtes pas sûr. Si vous avez un problème, envoyez un mail. Si vous voulez prendre direct rendez-vous, il y a le bouton rendez-vous en haut. Voilà, on essaye de répondre le plus rapidement possible qu'on peut aux mails, malgré la charge de travail. On essaye toujours comme on n'est pas dispo par téléphone, ou même par Facebook. Vous pouvez nous envoyer un message sur Messenger. On essaye de répondre dès qu'on a le temps et de vous donner les infos comme il faut. Mais voilà, faut pas hésiter. Voilà, et ça, c'est la prochaine conférence dont parlait François. Le 16 novembre, donc on va parler de léger quantitatif. Qu'est-ce qu'on peut y voir? À quoi ça sert? C'est quoi la différence? C'est quoi les forces? C'est quoi les faiblesses? Parce que aucun outil n'est parfait. Je suis le premier à connaître les faiblesses de léger quantitatif. Les limites, comme toute technique. Voilà, comme toute technique, mais c'est très, très riche. La plupart des gens qui me demandent plusieurs fois quand on donne les résultats mais comment vous savez ça? C'est juste en posant les électrodes sur la tête? Oui. Et c'est très marrant aussi quand toi, par exemple, tu as ces personnes-là pour le EG, c'est-à-dire que François fait la mesure, mais c'est moi qui les ai pour les résultats. Et souvent, ça les titille parce que, mais votre collègue, elle ne m'a pas vu, elle va savoir. Et c'est ça qui est aussi l'effet assez, je ne sais pas si on peut dire marrant, mais assez fort. C'est-à-dire que moi, une personne que je n'ai pas vue, je vais lui dire tout, comment elle est au quotidien, ses réactions, ses forces, ses faiblesses. Et voilà, l'expression qu'on me sort souvent, vous me connaissez mieux que ma femme ou mieux que ma mère. Oui, du coup, je vois tout ce qui se passe. Donc, votre cerveau, c'est lui qui gère tout, qui réagit, les réactions, voilà. Donc, forcément, c'est là où ça fait sa force. Après, oui, comme toute technique, il a ses limites. Et c'est important de les savoir aussi, pour justement pas faire d'erreurs ou de bêtises. Parce que penser que un outil, un médicament, un truc, peu importe ce que c'est, est magique. Si on vous vend ça, fuyez. Voilà, c'est mal parti. Ouais. Faut pas, ça peut marcher, voilà, comme toute technique, ça va marcher pour 99% des gens et il se peut que il y ait 1% chez qui ça marche pas. Alors c'est que c'est autre chose. Alors il faut chercher autre chose. Voilà. En tout cas, moi, merci beaucoup pour votre temps de cerveau disponible. Vous êtes toujours très nombreux en ligne, donc c'est fantastique. Dernière très bonne question intéressante, je te coupe. Entre la mesure du bilan et tous les tests que vous allez faire et la restitution des résultats, au maximum, il y a une semaine. 15 jours de délai. Oui, ça dépend, mais franchement, même quand on est blindé, on arrive toujours sur une semaine à vous caser. Donc, c'est pas long. On n'a pas des longs délais d'attente, ça bouge quand même bien. Voilà, là, en plus, à votre place, je profiterai parce que on est libre, ce qui est assez rare. D'habitude, on a quand même une semaine à 15 jours de délai pour vous donner un rendez-vous, mais là, on peut vous donner pour demain. Donc, si vous allez sur le site, vous allez trouver très rapidement des créneaux. Non, on est vendredi, mais presque demain. Pour lundi, mardi, vous trouverez déjà des rendez-vous, ce qui est assez rare et assez exceptionnel. Donc, c'est une chance pour vous. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour toutes ces. Je pense qu'un export du chat vaudrait le coup avec toutes les données, les informations que les gens ont laissées, les associations. Voilà, j'ai Carden qui dit BD 10 expliqué pour les enfants. Voilà, très très important. Donc je pense qu'on va faire un export du chat comme ça. Si jamais des gens loupent des informations, on va aussi les garder parce que c'est important. Même si on est professionnel, on n'a pas la science infuse et on ne sait pas tout. Donc voilà, on n'a pas du tout une position où on sait plus que vous. On sait beaucoup de choses, mais vous avez beaucoup de choses à nous apporter aussi. Et le fait d'avoir les patients aussi tous les jours qui viennent pour... Voilà, vous savez, on apprend tous les jours. On est dans des groupes de neurofeedback où il y a des nouvelles données et des nouvelles informations, des nouvelles découvertes scientifiques qui arrivent tous les jours. Il faut lire et c'est un sacré travail de suivre, après la journée de travail, de suivre tout ce qui arrive. Donc voilà, et c'est aussi le fait de voir des patients différents qui nous apprend des choses. Voilà. Et qui font évoluer le neurofeedback, bien évidemment, parce que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Alors, on voit quelqu'un qui écrit encore. Voilà. S'il y a encore des dernières questions, c'est genre maintenant tout de suite. Parce qu'après, il faut qu'on se sauve aussi. Voilà. Ok. On vous souhaite une bonne soirée. On vous remercie d'être resté aussi longtemps. Voilà. Moi, je vais faire un export du chat. Et voilà. Ça va ?
Très Très bien. bien. Ok, je vais exporter le chat. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt pour des aventures. Pour le reste des aventures. Voilà. Ok.